Au Kinshasa, j'ai beaucoup aimé parce que je travaillais là-bas, j'avais une agence de marketing et on travaillait Ah, beaucoup avec les artistes. ah. Donc j'ai connu un monde un peu, Fantasque, vraiment. voilà, c'était très intéressant. Des artistes de Puis, congolais Ce de... podcast peut durer longtemps. C'est ça, tu sens que là, t'as de la matière. bon, euh, je me souviens bien de JB, Piana et puis Werason qui était mon voisin. Yawera. Ah oui, Werason. ma compagne. Oui. Votre Non, voisin. mon voisin de bureau Ah, à la d'accord. galerie La Fleur. Ah oui. Mais lui, il avait un bureau Ouais. là-bas, sa boîte ouais, de il avait un prod. bureau D'accord. avec un siège, un siège Mobutu. Ah un oui. trône. Ah ouais? Ben, c'est le roi de la forêt, quand même. Le roi de la forêt, c'est ça son surnom. Yawera. Ah. Il revient en France, en plus. Ces Ah, il gars-là, revient. ouais, ils arrivent quand même à... Enfin, ils ont des périodes, et puis Oui, ils oui, reviennent. oui. Bon, moi, quand j'étais jeune, c'était... Je sais pas si c'était orchestré, mais il avait un clash avec JB Mpiana. Donc, Oui, et les jeunes là-bas, c'était comme C'était ça. Barcelone et Real Madrid. Ah C'est-à-dire, bon, il fallait ça. choisir son ouais, camp. tu devais C'est choisir. ça, c'est ça. Et les gens se bagarraient parce que non, Werason a dit ça, JB Mpiana a dit ça. Ah, c'était Et dans sérieux les comme chansons, ça? ils s'envoyaient des C'était ça. pics. C'est Les un peu chansons comme... congolaises, hein, les gens C'est ce dansent, que les gens mais ils s'envoient essayent de des pics. reproduire avec Ozine Layo et Qui? comment elle s'appelle, la diva José. Même José. Rosine. Voilà. Ah oui, ils Ils essaient de les essayent de mettre... reproduire ça, les fans. Hein? Ah bon? Oui, Ah, je oui. savais pas qu'il y avait, il y avait une division comme ça, Sauf nette que et claire. elles sont pas, elles le font pas. Oui, Je sais elles pas n'entretiennent pas dans leur elles musique. n'entretiennent pas, mais les fans, ils sont à fond. C'est bon, mais tu nous fais un 3-2-1 hein, que dès que Cahier est prêt. Ouais, j'envoie juste ça. J'enlève le son aussi. Faudrait pas que mon téléphone. Ah non, Peut-être mais qu'il faut. Ça va? Non, non, il n'y a pas besoin. Ça En arrive, général, ça va. Non, ça va. Normalement, ça sonne pas fort, mais. En tout cas, ouais, les notes sont en état. Quand tu veux, Fabrice. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions, qui transcendent les frontières du visuel, pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Shalom. Salam. Shalom. Voilà. Un invité spécial aujourd'hui. C'est ça? Et un sujet qu'on n'a encore jamais abordé. Exactement, exactement. L'entrepreneuriat dans l'éducation, à travers la créatrice et fondatrice d'une des écoles les plus connues dans Abidjan. Donc je vous laisse vous présenter, Anna Valérie, du coup. Comment vous vous présentez aujourd'hui? Est-ce que dans les repas, vous dites directement « Ah, j'étais l'école » Je me présente comme la DG des écoles IPSA. D'accord. Voilà. Je dis rarement que j'en suis la fondatrice. Ah, pourquoi? Je ne sais pas, c'est peut-être de la fausse modestie ou tout simplement c'est entretenir Un mystère. l'idée que ce sont des écoles qui viennent d'ailleurs et que j'ai Ah. un mandat, peut-être. Parce que c'est vrai que ça peut jouer dans ce domaine-là. Ouais. Mais c'est surtout parce que je viens du monde corporate et pour moi, être DG, CEO, c'est quelque chose. C'est déjà suffisant. Ah, Mais ah ouais, c'est intéressant. Mais si vous dites peut-être que la perception des gens serait biaisée,
mon avis, c'est que quelque part, vous en êtes sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont... quelle est la perception des parents concernant l'environnement éducatif? Ou les Aujourd'hui, écoles. en 2024, après, on reviendra sur l'évolution. L'environnement éducatif en général, Mhm. bien, on a des écoles locales, on a les écoles nationales, Oui. on a les écoles privées locales, Mhm. on a des écoles qui sont des écoles privées locales avec un curriculum qui se veut international. Mhm. Et puis, on a les écoles, dans le jargon, on appelle ça écoles communautaires, mais en fait, ce sont des écoles internationales, les écoles françaises, Ah, qui ont le mandat, voilà. Donc, ils s'intéressent à une communauté, des gens qui veulent l'enseignement français. Ce sont des écoles internationales et il y a le lycée américain qui se retrouve dans tous les pays. Je pense que le réseau des écoles françaises, ça doit être le réseau le plus large Mhm. au En monde. Afrique. Ah, même, Et même au monde, même plus qu'en je Afrique. pense. Et aujourd'hui, on a le réseau des écoles turques aussi. Ah bon? C'est vrai, oui. Qui est un concurrent des écoles françaises. D'accord. Et Mais les parents nous- sont au courant de toute cette offre? Non, pas forcément. D'accord. Les parents n'ont pas forcément conscience de l'offre. Ce que les gens connaissent beaucoup ici en Côte d'Ivoire, en tout cas, et dans la majeure partie de l'Afrique francophone, c'est les écoles françaises et les écoles locales. Vous appelez Et quand- national pour eux. ou bien. Voilà. Et quand vous allez dans le monde anglophone, vous avez les écoles britanniques Américaine. et les écoles locales. Hmm. Maintenant, l'école américaine, dans tous les pays, c'est l'école, c'est une école qui coûte très très cher, qui est réservée vraiment, qui est assez sélecte parce qu'elle est crème par le prix, mais elle est présente aussi à peu près partout. Moi, je voudrais vraiment avoir votre avis sur... je vais insister sur cette question de perception Ouais. pour les gens. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que quand ils voient public, semi-public, ils vont penser d'une manière ou britannique ou bilingue. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces parents, finalement? Et, mais avant ça, je pense que, comme on l'a vu, vous faites preuve d'humilité. Nous, notre rôle ici, c'est... c'est de casser ces barrières-là. Je pense que c'est important qu'on se rende compte de la dimension du réseau IPSET. Donc, on va demander de mettre un peu l'humilité de côté et de donner un peu de quelques chiffres en termes de nombre d'élèves, en termes pour qu'on se rende compte de la dimension du réseau. Ouais. Je pense que ça a commencé il y a 7 ans. Voilà, on a créé les écoles. Enfin, j'ai créé les écoles. J'ai eu de la chance d'être entourée. J'ai demandé à des amis de m'accompagner. Donc, j'ai eu un peu de love money. Ah, donc ils ont investi dès le début. Voilà, D'accord. ils ont investi un petit peu. Et donc, on a créé en 2017. Et aujourd'hui, on a 6 écoles D'accord. qui sont dans 2 pays. Et on a un peu moins de 1000 élèves. On a 978 élèves. Waouh. Je ne sais pas si je peux dire le chiffre d'affaires. Si vous voulez, Oui, vous voulez bien vraiment. sûr. C'est ça, c'est comme vous voulez. D'accord, on est un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Waouh. Et Super. on a la vocation d'être un réseau international, non seulement étendu dans toute l'Afrique, mais également, si possible, sur d'autres continents. D'accord. Et donc, sur 2 pays, Côte d'Ivoire et Burkina. Burkina. Burkina D'accord. Faso. Ok. Donc c'est 6 écoles, c'est 5 en Côte d'Ivoire, 1 au Burkina ou... C'est ça, C'est ça? voilà. Et alors, c'est intéressant ce que vous disiez sur le Love Money, parce que j'avais suivi justement, on parlait de Kinshasa juste avant. Oui, c'est ça. C'était en off, mais C'est ça. c'était le responsable des investissements, la personne en charge d'attirer les bailleurs sur le Congo. Et il faisait une conférence justement sur les secteurs dans lesquels investir. D'accord. Et ça m'avait beaucoup surpris qu'il en avait cité que 3. D'accord. Et dans le premier, il y avait l'enseignement privé. Ok. C'est-à-dire que, il disait Tout à que fait. c'est une préoccupation majeure pour les populations, pour les parents. Les parents, il y a beaucoup de parents. Alors, il parlait plus du privé, même après
après le bac. Après Après le bac. bac, Il parlait voilà. du collège. Il disait que voilà, il y avait besoin d'écoles spécialisées dans certains domaines, que les parents n'avaient pas forcément tout le temps envie d'envoyer l'enfant À l'étranger. à l'étranger, que ce soit au Maroc, dans le cas du Congo, beaucoup vont en Afrique du Sud, etc. Oui. Et ça m'avait beaucoup interpellé parce que nous qui parlons beaucoup d'entrepreneuriat, il est très rare qu'on ait quelqu'un qui parle d'école. C'est-à-dire, école est vue comme charity. Exactement. C'est Alors que c'est quelque juste chose de que public, tu quoi, peux avoir de- l'impact social en étant entrepreneur. Ok. C'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir votre vision au départ. Ouais. Alors, ma vision au départ, je vais en parler, mais l'école, c'est un service public. Même quand c'est une école privée. De base, à la base. Voilà, c'est un peu comme investir dans le médical. Donc, les gens s'attendent à un certain nombre de choses de ce service et il faut pouvoir répondre à ça. Alors, la vision, elle est simple. Moi, j'ai été une excellente élève toute ma scolarité. Mais j'ai vu autour de moi de nombreuses personnes que j'ai trouvées extrêmement intelligentes qui ont raté leurs études. Et en tant que sœur aînée, en tant que mère, je comprenais pas pourquoi l'école que nous connaissons, l'école francophone, l'école, que ce soit l'école publique, privée ou même l'école française, n'arrivait pas à transformer ces personnes intelligentes en bons élèves, n'arrivait pas à les intéresser aux études. Très important. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai voulu créer des écoles où, d'abord, les enfants se sentent bien et ont envie d'apprendre sur le long terme. Donc, nos écoles hébergent tout type d'élèves. Aussi bien des élèves hyper brillants qui se sentent pas forcément bien dans un environnement ordinaire, enfin classique, que des élèves tout à fait classiques et qui sentent le besoin de s'exprimer. Et aussi des élèves qui ont quelques difficultés, mais en fait, ce sont des difficultés de surface. Ce sont des difficultés, en réalité, c'est le système qui ne s'adapte pas aux personnalités des élèves. Et ça, c'est la réalité de notre système scolaire qu'on connaît. C'est un système... On dit notre, c'est le système dans lequel nous, on a évolué, le système francophone. Okay. Moi, je suis un pur produit de l'enseignement ivoirien. Ah bon? D'accord. Voilà, Okay. donc j'ai fait l'école catholique. Ensuite, je suis allé à Mermoz. À l'époque, c'était une école... Pardon. Oh, c'est bon, là, votre petit gang Mermoz, là, vous nous fatiguez. Ah, d'accord, j'ai cru que j'avais dit une bêtise. Non, pas du tout, c'est l'UOCD Mermoz. D'accord, à l'époque, c'était une école ivoirienne. Ah bon? Oui, C'était pas une école française encore? Non, non, c'était une école internationale. ivoirienne vraiment top. Et ensuite, j'ai eu le privilège d'être une boursière de l'État, d'aller à ce qu'on appelle aujourd'hui l'INP, à Yamoussoukro. Oui, À oui, l'époque, oui. ça s'appelait l'INSET. Ok. Donc, une école d'excellence et tout. Et donc, c'est de ce système dont je parle, ce système qui m'a convenu, mais qui ne convenait pas à plein d'autres qui n'étaient pas, qui avaient tout autant de mérite, mais qui ne s'adaptaient pas. Donc, notre système classique, c'est un système un peu exclusif. Vous voyez, il y a des écoles qu'on appelle écoles d'excellence. Ces écoles d'excellence, ils prennent des élèves qui sont déjà bons. Ah, d'accord. Ok. J'allais demander Donc, justement, c'est quoi la vraie définition D'une école. Ils vont dire, pour entrer dans cette On va faire des école, tests. il faut avoir eu à l'examen d'entrée en sixième ou au BEPC, il faut avoir eu tel nombre de points. Bon, vous prenez déjà les bons. Donc, c'est facile de travailler sur les bons. OK? Mais et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors que dans la vie professionnelle, en tant qu'employeur, puisque j'ai été employeur pendant longtemps avant de décider de créer des écoles, c'est pas forcément les bons élèves qui sont les meilleurs C'est ça. en entreprise. C'est ça, le Exactement. Hop. Si vous écoutez ce podcast et que vous en avez écouté peut-être d'autres et que vous voulez
avancer dans votre vie, vous améliorer, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que vous voulez développer votre business, ou en tant que salarié et que vous voulez développer votre carrière, ou simplement même en tant qu'étudiant et que vous vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que votre compréhension du monde peut vous permettre d'accomplir et gagner en temps et en argent, la tribu Telegram SOA est exactement ce qu'il vous faut. Et je vous explique pourquoi. Parce que c'est pas seulement que vous avez des Africains de toute origine. Autant, on a beaucoup de Camerounais, certes, mais on a aussi beaucoup d'Ivoiriens, des Togolais, de tout pays. On a des gens qui ne sont des fois même forcément d'Afrique. On a quelques Antillais. Donc, quand vous avez autant de diversité, de carrières, de métiers, il y a des entrepreneurs, il y a des salariés qui sont réunis. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. En fait, ce qui est magique dans la tribu Telegram, en vrai, c'est que vous avez l'occasion d'avancer pour vous et d'apprendre facilement, de vous améliorer, d'exposer votre singularité, mais surtout de découvrir une communauté qui est vraiment poussée vers le haut. Et je sais qu'on en parle souvent de se dire, oui, il faut qu'on se pousse vers le haut. Comment on le fait? C'est pas forcément en faisant des grandes choses. Et vous n'avez pas besoin d'attendre. J'aimerais qu'on n'attende pas chaque année, le 1er janvier, prendre des grandes résolutions. Vous m'écoutez là. Vous avez pris de votre temps pour écouter notre podcast plusieurs fois. Et j'aimerais que vous profitiez de ce moment pour aller jusqu'au bout et aller jusqu'au terme de l'action. C'est bien beau d'écouter. Et on a une de nos valeurs, c'est ça, c'est l'action, c'est pas juste le mouvement. Ne passez pas juste votre temps à écouter un podcast, à écouter des vidéos, à écouter. Mais si vous voulez faire des choses, la première étape que je vous propose, c'est avec juste un paiement de 100 000 francs CFA par an, de commencer à avancer sur le chemin. C'est le premier pas que vous faites. Il n'est pas si coûteux que ça au final quand je vous promets un parcours passionnant parce qu'on a des masterminds auxquels vous pouvez apporter vos problématiques. Kaye et moi, vous pouvez directement nous solliciter. Donc attention, c'est pas un accompagnement, mais vous pouvez nous contacter pour avoir notre avis sur une situation qui vous concerne, sur un point d'actualité. Et ça, je pense que ça a de la valeur. Mais surtout, vous avez aussi d'autres gens autour de vous qui ont une expérience, une expertise, qui eux aussi sont prêts à vouloir aider, à vous rendre meilleur. Donc il y a un book club, il y a un travail énorme qui a été fait, donc l'annuaire, pour savoir exactement qui est dans la tribu et quels besoins vous avez. Demain, vous voulez lancer un business sur Amazon FBA, on a des experts dessus. Ou vous voulez vous lancer dans la crypto, on a des gens qui l'ont fait. Ou vous voulez investir, au contraire, dans la BRVM, on a des gens qui l'ont fait. Voilà, donc en fait, c'est un peu une occasion pour vous de faire un premier pas vers une meilleure version de vous, une version plus épanouie, et avec d'autres Africains. Et je pense qu'à ce prix-là, 150 € par an, c'est pas mal, c'est donné. Donc, faites plus qu'écouter. Faites plus que consommer du contenu, agissez et rejoignez la tribu Telegram dès aujourd'hui. À très vite. Parce que c'est facile d'en faire des bons. En fait, c'est plutôt dire c'est facile de faire des élèves qui vont avoir de bonnes notes s'ils ont toujours eu des bonnes notes. Exactement. C'est ça. Donc, nos écoles sont des écoles inclusives. D'abord. Et ensuite, l'anglais, parce que j'ai eu le privilège de vivre dans des pays anglophones. D'abord, j'ai vécu en Afrique du Sud. J'ai vécu aux Pays-Bas, qui n'est pas un pays anglophone, mais qui est un pays bilingue. Complètement bilingue. OK. Et puis, j'ai vécu au Kenya. Voilà. Et donc, voyant les qualités du système anglophone, la façon dont ils intègrent les élèves plus facilement, de tout profil, plus facilement que dans le système francophone. Et puis, voyant que dans nos pays francophones, on a un gros souci avec l'anglais et que dans les carrières professionnelles, ça nous ralentit, nous handicape, le fait de ne pas être bilingue. Donc, nous avons créé ces écoles qui sont des écoles bilingues à pédagogie innovante. C'est intéressant. Est-ce que quand vous dites que ça intègre mieux, est-ce que c'était parce que quand vous étiez au Kenya, est-ce que vous avez déjà eu des expériences là-bas où vous avez vu qu'il y avait des élèves un peu différents, ou est-ce que c'était parce que, je sais pas, est-ce que vous avez des enfants qui allaient à l'école là-bas et vous avez trouvé ça différent? Qu'est-ce qui vous a permis de nous en rendre compte? Bon, c'est aussi un constat de maman. Ouais, c'est ce que je me dis souvent. C'est-à-dire, quand on a un enfant atypique et qu'on doit le scolariser, on cherche tous les moyens possibles. Et ce qui a vraiment convenu à mon enfant qui atypique à l'époque, c'était l'école franco-britannique. D'accord. Que j'ai découvert à Libreville. D'accord. Parce que vous avez vécu aussi à Libreville, eh ben. Voilà. Et donc, j'ai dit, tiens, ce système est intéressant.
Et donc, quand nous sommes allés dans un pays donc anglophone, j'ai inscrit mes enfants. Après l'école française, ils sont allés au lycée britannique. Ok. Et l'expérience était absolument différente. C'était mieux pour eux? Complètement différente. Non, c'est-à-dire que les enfants se sentaient beaucoup, beaucoup mieux. Ah bon. Les enfants se sentaient mieux parce que c'est un système qui vous apprenez selon vos centres d'intérêt. Ah. Voilà, donc vous faites un peu comme maintenant le nouveau bac français se rapproche un peu de ça. Oui, c'est un peu Vous plus choisissez lycée. vos matières et puis donc c'est les matières qui vous intéressent. Et ce qui est rigolo, il y a un de mes fils qui avait choisi sport parce qu'il aimait bien le sport et tout. Donc il pensait que Il fait une carrière dedans. allez, je vais faire du sport, je vais toujours être sur le terrain et tout. C'est ça, un projet footeux. Mbappé. Et son premier examen, on lui dit vous êtes entraîneur de telle équipe de basket, vous avez tel joueur est malade, tel joueur est blessé, donc vous devez aligner, vous devez jouer contre telle équipe. Qui est-ce que vous allez aligner? C'est Quelle est pratiquement votre un problème stratégie? mathématique, entrepreneurial. Défendez votre stratégie. Il a dit j'ai dit tu vois, les Britanniques, ils font les choses sérieusement. Ils considèrent le sport comme une matière à part entière. Tout à fait. L'art comme une matière à part entière. Et c'est un peu ce qu'on a fait, sauf que nous, on a rajouté encore, on a travaillé sur les dernières recherches en éducation, donc ils vont bien au-delà de tout ça. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, quand vous dites, donc à IPSA, c'est intéressant quand vous avez commencé à concevoir le curriculum, vous avez commencé par aller voir de la recherche, du coup. Oui. Parce que les gens ont tendance des fois à essayer au contraire de reproduire au maximum ce qui se fait pour être familier et convaincre plus facilement ou les parents ou, je sais pas, l'autorité. Est-ce qu'il y a une autorité à convaincre quand on lance une école, par exemple? Je sais pas. Oui. C'est et l'agréable surprise, c'est... nous, on était complètement dans l'innovation pédagogique. Donc, j'ai quand même consulté des gens des experts du monde de l'éducation. Et j'ai dit, il faut venir voir parce que à la base, c'est vrai que je suis pas de ce monde-là. J'ai vraiment besoin de votre avis pour... Évidemment, on le faisait avec des experts, mais je voulais encore Et donc, je suis allée au ministère de l'Éducation. Il y a vraiment des gens qui sont... Il y a des gens qui sont vraiment super bien formés sur toutes les pédagogies au monde et tout. Intéressant. Et donc, quand ils sont venus regarder, ils m'ont dit, waouh, mais c'est bien ce que vous faites. C'est très bien. Et ils m'ont dit, oui, vous faites comme ce qui se fait en Finlande, en Europe du Nord et tout. Voilà. Donc, ils ont dit que c'était bien. Et surtout qu'on était encadré par des partenaires internationaux qui regardaient ce qu'on faisait. C'est-à-dire? Donc, par exemple, on est partenaire avec Fieldwork, qui s'appelle aujourd'hui International Curriculum Association. Et eux, ils forment nos enseignants, ils regardent un peu le curriculum. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose comme ça, il faut s'assurer que c'est certifié. Exactement. Ce que j'allais dire, oui, c'est un peu parce que là, on est parti un peu dans tous les sens, mais du coup, là, je pense que on revient à l'époque où vous avez commencé. Voilà. Et c'était l'une des premières questions que vous vous posiez, c'était comment certifier? Est-ce que c'était... Comment faire quelque chose? Comment être dans l'innovation? Intéresser les enfants? Fabriquer, entre griffes, c'est-à-dire avoir des élèves qui pourront soutenir la compétition mondiale au même niveau. Ils viennent d'Afrique, mais ils seront au même niveau que ceux qui viennent de Stockholm, d'Amsterdam ou de Johannesburg. Comment le faire bien? Donc, on va vers les experts. Donc, les experts locaux, les experts internationaux, et on valide le système qu'on a choisi, parce que les systèmes scolaires, il y en a plein. Si vous regardez, il paraît que l'un des meilleurs au monde, c'est le système de l'Estonie. Ah bon? Bon, on aurait pu dire, on va chercher le système estonien. Donc, auquel cas, il fallait des experts estoniens. Voilà. D'accord.
Donc, c'est un peu ça, de se dire, on fait quelque chose de sérieux, il faut des expertises pour auditer. Quand on commence quelque chose, il faut s'assurer d'être entouré de gens qui savent de quoi on parle et qui peuvent, qui ont de la bouteille. Mais quand vous dites c'est la règle dans l'entrepreneuriat, je suis totalement d'accord. Mais ça, justement, m'amène à la question. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur Le début, justement, oui, votre carrière avant de créer des écoles? Est-ce que vous aviez déjà été entrepreneur? Et puis, parce que voilà, je pense qu'on est nombreux à vouloir avoir un impact sur le monde éducatif, mais c'est pas tout le monde qui se réveille en se disant, mais du coup, je vais créer une école. Donc, on a besoin de comprendre quelques années avant la création, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai commencé ma carrière dans le marketing et très tôt, à 28 ans, j'étais directrice marketing d'un grand groupe international. Et j'ai travaillé 10 ans en Côte d'Ivoire. J'étais dans un grand groupe international. Je suis allée dans le premier groupe ivoirien. Et puis, un jour, j'ai démissionné pour me lancer dans l'entrepreneuriat avec un ami. Ok, alors on va faire une petite pause déjà. Déjà, ça, c'est rare. Donc, à 28 ans, tu es directrice marketing. De Colgate-Palmolive. De Palmolive. Colgate-Palmolive. Wow. Parce qu'en fait, nous, on a une théorie. En fait, on dit que on ne devient pas un bon entrepreneur du jour au lendemain. C'est-à-dire que on parle comme ça parce que si on interroge les employés aujourd'hui, 90% disent que à terme ils veulent avoir leur entreprise. Et donc nous, notre théorie, c'est que faut que tu sois excellent d'abord dans ton job qui est donné, et c'est ce qui va déterminer ton niveau quand tu vas être entrepreneur. Faut pas se dire que tu peux être employé moyen et puis après exceller quand tu vas devenir entrepreneur. Quand tu vas entreprendre, en tout cas d'un point de vue soft skills, rigueur, etc. Donc expérience. Il faut être intrapreneur avant d'être entrepreneur. Voilà, en fait, ouais. D'accord. Apporter de la valeur, même quand on est employé, ouais. C'est important. Beaucoup de jeunes gens pensent que en sabotant le travail qu'ils font, ils se donnent de la marge pour être entrepreneur, mais en fait, ils se font du mal à eux-mêmes. Alors, surperformer est toujours la bonne solution. C'est toujours vraiment, la bonne voie. C'est pour vous que vous le faites, je le dis toujours. Ouais. Donc, excusez-moi, c'était pour faire cette parenthèse. Donc, 10 ans, 10 ans sur ce rôle-là. 10 ans dans l'entreprise. Dans l'entreprise, en tant qu'employé, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'ai démissionné pour créer mon entreprise. Et la même année, j'ai suivi mon époux en expatriation. Donc, autant dire que... Oula, l'entreprise est censée faire quoi, du coup? C'était intéressant. En fait, j'avais des associés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené l'entreprise avec moi. C'était un cabinet conseil en marketing opérationnel. Donc, c'était assez facile. C'est comme ça que j'ai travaillé à Kinshasa, à Libreville, à Brazzaville, à La Haye. Wow. Voilà, avec comme c'était facile en fait. On recrute les ressources aux besoins. Vous avez eu des clients à chaque fois dans chacun des pays. Voilà, des clients. Ça c'est pas facile par contre. Ça, c'est quand même non négligeable. Alors au début, je faisais les opérations marketing. À l'époque, on appelle ça, on disait below the line. Je sais pas comment on dit maintenant. Hein. Oui. Les opérations. C'est-à-dire les opérations terrain. Ah oui, ok. Voilà, ça. les flyers, les campagnes. Street marketing. Voilà, street marketing, le camion podium. Oui, exact. Ouais. Maintenant, ils disent même guérilla marketing. Genre, voilà, on envahit le terrain. On va faire avec des savons, on va montrer aux dames comment on lave le linge. Des trucs comme ça, voilà, très terrain. Et puis, rapidement, à demande des clients, j'ai viré vers la formation du personnel. Ça a commencé quand on m'a demandé, il faut former l'équipe de vente au marketing.
Alors moi, j'ai une façon de former, je vais rapidement, je forme toujours sur les soft skills. Il y a le technique et puis il y a le soft skills, toujours. Et pour former sur les soft skills, il faut commencer à faire des tests de personnalité, etc. C'est assez élaboré et ça a plu, la méthode a plu et du coup après c'est les directeurs, les CEO, voilà, qui me demandaient de les aider pour coacher leurs équipes, pour tirer le meilleur et tout ça. C'est vrai que je suis assez empathique, j'arrive à détecter un petit peu les profils des gens. Et c'est comme ça que j'ai fait pendant 20 ans de la formation d'adultes. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il nous manquait quelque chose dans le système éducatif. C'est-à-dire, à force de rencontrer les adultes, vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui manquait déjà avant. Il y a quelque chose qui manque à la base. Est-ce que vous avez un exemple précis pour qu'on se Bon, il y a un exemple qui m'a marqué. Il y a plusieurs exemples pareils. On écoute. C'est-à-dire, vous avez c'est souvent dans la finance d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Vous avez des DAF, des grands financiers qui vont vous dire, moi, j'ai jamais voulu faire ça. Oh. Oui, moi, j'aimais la musique, moi, je voulais faire autre chose, mais mon père a voulu que je fasse ça. Les marketeurs aussi, mais les financiers, c'est quand même... Surtout les financiers. Les financiers, en plus, c'est ceux qui ont des bonnes notes souvent. Et vous retrouvez avec des gens qui sont mal dans leur peau, alors qu'ils ont des super salaires, des super situations et tout. Ils vont vous dire, mais je vois jamais mes enfants, je suis en train de divorcer. Enfin, donc j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui va pas. Et parce qu'il y a des gens qui rêvent. Très récurrent. Oui, il y a des gens qui rêvent d'avoir cette vie. Pourquoi c'est ceux qui rêvent pas qui y arrivent? Okay? Déjà, il y a un problème d'orientation. Et il y a un problème même de se rendre compte que on n'a pas besoin d'être financier pour vivre bien. Il faut être financier parce qu'on a envie d'être financier et on a envie bien. Voilà, donc le système éducatif, à part tous les gens que je vous ai cités qui ont raté leurs études et tout, même ceux qui réussissent leurs études, il y a un souci chez certains. Donc, c'est quoi ce système? L'école, finalement, c'est pas ce qu'on croit. C'est une souffrance pour beaucoup de gens. Et donc, c'est tout ça qui a germé dans mon esprit et qui a fait après... Au fur et à mesure, à force des rencontres, C'est là où vous avez dit, bon, je vais aller former les plus petits d'abord. Et c'est intéressant, pourquoi vous n'avez pas choisi de faire justement une école post-bac, du coup, qui est plus proche de ce moment-là? Pourquoi aller jusque... Même là, c'est trop tard. Même là, c'est déjà trop tard. Non, il faut donner aux enfants le goût des études. Le goût d'apprendre. Le goût d'apprendre. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez parlé tout à l'heure d'un pays africain, je peux citer Kinshasa, au Congo. Bien sûr qu'on peut citer. Voilà. Bien sûr, ici. Très fort. D'accord, au Congo. C'est pour s'en moquer, hein, ne t'enflamme pas. Oui, pardon. Elle ne peut pas se moquer. Elle était voisine de Werason, elle a dit. Oui, RDC. Oui. Où, tu te souviens? C'est ça. Yawera. Où le gouvernement cherche à ouvrir des écoles localement parce que même les gens qui ont les moyens n'ont pas envie d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Je vous rassure que c'est une tendance générale. Bien sûr. C'est une tendance générale. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le modèle européen commence de plus en plus à ne plus convenir aux Africains, le modèle social. Oui, même pas que mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup, c'est-à-dire les enfants, on les a tellement, on a mis tellement de pression sur eux quand ils étaient au lycée, au collège, au lycée. Quand ils vont à l'université et qu'ils se retrouvent en autonomie, ils relâchent. Et beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes ratent leurs études. Bon, après, les parents essayent de faire des gymnastiques et tout ça pour faire croire qu'il revient avec, il met 5 ans, 8 ans pour faire son bachelor ou je sais pas quoi. Mais en fait, ils sont pas bien, ils ratent leurs études parce qu'ils n'ont pas appris à aimer les études. Ils ont appris à satisfaire les parents, répondre à la pression,
satisfaire les enseignants, ce sont des bons Ouais. enfants, donc ils font ce qu'on leur demande de faire. Mais une fois qu'ils sont en autonomie, on vous dit, et ceux qui vont aux États-Unis, on leur dit, bon, vous avez un cours à 8h, un cours à 16h, un cours Oui. le samedi prochain à machin. Ils, Bon, ils viennent plus. ils Ouais, viennent plus. Et les mamans, Mhm. moi j'ai vu des mamans à Abidjan qui appellent leurs enfants aux États-Unis pour les réveiller, pour aller À l'école. à l'école. Donc, ouais. Et c'est pas forcément des mauvais élèves. Wow. Ils ont payé, vous imaginez ce que les parents payent. Donc, de plus en plus, ils disent, bon, on veut les avoir Sous la main, quoi. sous la main, ou Mais- alors tout simplement Mais c'est- qu'ils n'aillent pas Qu'ils aillent tomber dans des pièges de la drogue et tout ça. Mais c'est intéressant parce que du coup, oui, là, on voit vraiment le lien pour vous. L'éducation, c'est quand même beaucoup lié aux parents aussi. Parce que c'est vrai que là, on a tout un débat. C'est que souvent, les gens estiment que limite, c'est à l'école d'éduquer leurs enfants. Et c'est là, je pense qu'il y a peut-être un problème. Parce que ce que vous décrivez là, c'est... Je sais pas, hein, c'est de ce que je comprends. J'avais un petit sourire en coin quand t'as dit la phrase « Les Ouais. parents pensent que c'est à l'école d'éduquer Les enfants, mais ». Je crois qu'il y a un sujet. je crois qu'il y a un sujet. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez? Parce que c'est... On nous fait des reproches souvent. Moi, je dis aux parents, c'est un partenariat. Ah oui, très bien. Alors, vous avez une classe avec parce qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on a ouvert, donc Ouais. on a des enfants qu'on a depuis longtemps, on les connaît bien et tout ça. Mhm. Et vous avez dans une même classe, vous avez des enfants qui sont très studieux, autonomes, vous avez des enfants qui sont suivis, il y a un partenariat entre l'école et la famille, et puis vous avez des enfants à qui, bon, les parents laissent l'école Tout faire. tout. Ah. Et donc, ces parents-là, très souvent, Mhm. au bout d'un moment, ils se réveillent. Bon, à la décharge des parents, ils ont des carrières vraiment très prenantes. Souvent, c'est des gens qui ont des carrières Voilà, prenantes. des carrières prenantes, mais Hmm. bon, ils ont aussi choisi de faire des enfants. Ah ah. Donc, Attention, ça, c'est... Là, on arrive dans le fameux dilemme de... carrière... Petite balle perdue. Petite balle perdue, mais c'est intéressant. Parce qu'il faut savoir que tout ce que vous dites là... je suis aussi concernée. hein. Ah. Les parents, nous sommes tous des parents. C'est ça. Nous sommes tous des parents. Et malheureusement, des fois, on laisse, là, je me mets dedans, on laisse l'école toute seule avec l'enfant, alors que les parents, ils connaissent un aspect de l'enfant, l'école connaît un autre aspect, et c'est ensemble qu'on peut faire. Et donc, ils disent, oui, il y a une maman qui me disait récemment, mais vous laissez les parents tout faire, vous faites rien. Je dis, comment ça, on fait rien? Elle me dit, mais non, ils sont toujours seulement devant les écrans. Je dis, mais non, ils sont pas devant les écrans. Ils font tout. Ils écrivent, ils utilisent leurs mains, ils font des activités avec des manipulations, comme on dit. Ils ont l'écran et tout. Non, 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 les miens, ils sont toujours sur l'écran. Je dis, mais c'est à vous de réguler l'écran. Nous, on n'est pas à la maison. Ah, donc en fait, elle laisse avec l'écran quand elle est à la maison. Nous, on n'est pas... Et ils disent à la maman, on fait nos devoirs. Ah. Je dis, mais il faudrait peut-être venir demander à l'école ou je sais pas, mais... Et c'est une maman qui travaille à la maison, hein, elle est en télétravail. Ah. Et donc, on a fait venir cette maman, c'est un exemple, hein. Et on lui a montré que dans la classe de son fils, ben voilà, on lui a dit, bon, voilà, voilà tel enfant, voilà son cahier, son classeur avec tous les écrits, l'autre. Donc, on fait tout. Mais il faut une collaboration école-parent. Malheureusement, trop souvent, les parents ne savent pas quoi faire. Ce qu'ils savent faire, c'est la pression. Or, dans notre école, on déteste ça. On déteste que les parents fassent la pression. La pression à qui? Aux enfants. Aux enfants. Hein, c'est-à-dire, le système classique, c'est quoi? Je me souviens encore, mon père, amène tes cahiers. T'as fait des devoirs. T'as fait tes devoirs. Alors, il regarde le cahier, il voit les notes. Ah, ça chauffe ou... Voilà. Ça va. Ça va. Parce qu'il a vu les notes. Alors, dans une école IPSA, vous allez dire à votre enfant, amène ton cahier, il n'y a pas de notes. Ah bon? Ah oui, il n'y a pas de notes. Vous n'avez pas de notes chez vous? Ouais. On ne donne pas les notes Je aux sais qu'il y parents. en a qui sont très perturbés. Ouh là 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 On là, ne ça donne pas c'est... les notes aux parents, on a des notes. Mais vous donnez pas aux parents. J'ai appris ça On récemment. ne donne pas aux parents. Mais comment ça, vous donnez pas aux parents les notes? Mais... Parce que on travaille sur le long terme, sur l'enfant.
On travaille sur ses progressions. Hmm. Si l'enfant a 10 sur 20, que vous donnez aux parents et qu'ils lui crient dessus, très probablement, vous cassez la confiance de cet enfant. Donc, notre travail, vous nous faites refaire tout un travail pour rétablir la confiance de l'enfant et qu'il se remette au travail et tout. Mais avec des parents qui sont partenaires de l'école, on leur explique, on leur montre les courbes. On leur dit, voilà la moyenne internationale, voilà le niveau de ton enfant, et tu vois, ça monte. Mais tu sais pas, en gros, il y a rien sur leurs données. Non, soit c'est en bas. Si, tu peux voir des données, mais ce qu'on te montre, c'est une progression. Ah oui, donc vous voulez pas que les gens se concentrent sur des notes par à-coup. Vous voulez qu'ils soient là tout au long. La note par à-coup, c'est juste une image. C'est comme tu prends une photo. Et quand tu prends une photo, supposons que le décor derrière, il y a quelque chose qui va pas. Ta photo, elle est ratée. Ouais. Mais ça veut pas dire que ce que tu voulais prendre, c'est pas bon. Ah, oui, en fait, c'est le contexte est surmagnifié quand on fait des notes. Ça veut dire que vous supposez automatiquement que le parent va mettre la pression, alors que peut-être... Ils le mettent. Toujours. Parce qu'ils sont dans notre modèle. logique de nous quand on était à l'école. C'est-à-dire, une note, c'est une sanction d'une étude. Tu as étudié, tu as pris tes leçons, tu fais tes équations, je sais pas quoi, et tu as la note qui vient dire si tu as réussi ou échoué. Si tu as réussi ou échoué, si tu as le niveau de ce moment-là. Donc, nous, on a ces notes. On sait, par exemple, un enfant en fin de CP, on sait quel niveau il faut avoir, et on le note pour ça tout le long. Mais ce qui est important, c'est qu'il arrive en fin de CP avec ce niveau. Et s'il n'y arrive pas, peut-être qu'il y arrivera en fin de CE1. Quelle importance! Quelle importance, puisque c'est une progression pour aller à l'université ou pour aller dans la vie active. Pourquoi lui faire la pression en CP? Pourquoi lui faire la pression en CE1? À partir du moment où on voit que l'enfant n'a aucun souci intellectuel, c'est pour ça qu'on dit l'enfant va à son rythme. Donc, quand vous venez dans une école IPSA, en tant que parent, vous devez savoir dans quel univers vous êtes. C'est exactement, vous mettez votre enfant dans une école Montessori. Il n'y a pas de notes chez les Montessori aussi? Il n'y a pas de notes. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est intéressant. Je savais pas. Je découvre. Non, il y a des évaluations. Il y a des évaluations. Attention. C'est pas qu'il n'y a pas d'évaluation. Tu n'auras pas du 12 sur 20. Mais je veux dire, la communication avec les parents, elle n'est pas basée sur les notes. Elle est basée sur les progrès. C'est vrai. Et quand le bulletin arrive, on dit l'enfant est en train d'atteindre le niveau qu'il doit atteindre. Ou alors, il a dépassé le niveau qu'il devait atteindre. Mais quand ils sont au lycée, pour aller à l'université, ils ont besoin de notes. Donc là, parce que vous allez jusqu'au lycée, IPSA? Oui, on va jusqu'en terminale. Et nos élèves sont très demandés. Ah, c'est une bonne nouvelle. Nos élèves sont très, très demandés. Mais du coup, quel est le rôle du parent dans la réussite scolaire? Parce qu'en fait, là... le parent, il peut se retrouver dans une sorte de frustration. Il va se dire, mais peut-être qu'il faudrait que j'investisse le fameux répétiteur. Le prof à côté. Le prof à la maison. Est-ce que, en fait, parce que d'un côté, on a dit, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit dans le partenariat. Et de l'autre, on leur enlève juste ce qu'ils connaissent. Le côté, je veux voir les notes, je veux voir... où ça en est, quoi. Ouais, voilà. Je veux à l'instant T, où est-ce que ça en est? Non, en fait, on leur enlève pas. On fait des formations aux parents. Okay. Et vous allez voir que les parents qui se plaignent, ils sont pas venus aux formations. Ça, c'est un très bon point. Ça, voilà. Par contre, on forme les parents. Là, ça c'est parce comme... que c'est un système alternatif. Il faut former les parents, sinon ils comprennent pas. On les forme. Ok. Les deux parents. Si, ça va être du boulot, ça, hein, purée. Non, 2, 3, grand-mère, si vous voulez. On forme même les répétiteurs. Vous parlez de répétiteurs. Amen. Ceux qui veulent vraiment avoir des répétiteurs, nous, on n'aime pas ça. Et on dit que l'enfant n'en a pas besoin. Ah, vous aimez pas les répétiteurs? Fort intéressant. Pourquoi?
Ça sert à Les rien. enfants doivent Pourquoi vous aimer. Hein. il finit l'école. Sacrée école, ça. Il finit l'école, il va à la maison, il doit avoir une autre vie. Il n'est pas obligé d'être sur l'écran. C'est ça aussi, parce que les parents, ils font pas leur rôle à la maison. Ah, intéressant. À la maison, il faut occuper l'enfant. Et ça, c'est Donc, comme ils ne peuvent compliqué, pas ça. l'occuper, ils lui mettent un répétiteur pour qu'il continue un travail scolaire. Mais l'école a fait son rôle. Et les programmes scolaires, c'est fait par des scientifiques de l'éducation, des ingénieurs en éducation. Ils savent très bien à quel niveau, volume horaire et tout, les élèves doivent être exposés. Ben, quand on vous dit il va à la maison, il va à la maison. Maintenant, le problème, là où il y a problème, à la maison, il retrouve la nounou, pas papa, pas maman. La nounou, elle veut la paix, elle allume la télé, elle met Novella. Bon, lui, ça l'intéresse pas, il va sur le portable ou sur l'écran. Et les parents nous renvoient ça. Mais nous, on n'est pas responsable de ça. Le temps scolaire, on l'a assuré. Et on dit aux parents, si vous voulez vraiment aider votre enfant, par exemple, mettons un enfant qui a des problèmes avec les fractions. Oui, qui a du retard sur un sujet. Voilà. Ben, faites la cuisine avec lui, la pâtisserie, les proportions ou autre chose, des jeux avec du sable. Et ça, il va apprendre les fractions avec beaucoup de joie, avec ses parents et tout. Il va... Mais le répétiteur, il ne sait pas ça. Non, ce sera théorique. Okay. Donc, le répétiteur va venir... il va venir répéter la cahier d'exercice. Il va revenir répéter la... Et le répétiteur, il dit, mais je comprends rien, il n'a pas d'exercice, parce que beaucoup d'exercices sont en ligne, c'est vrai. Il y a des exercices dans le cahier, mais je ne comprends pas leur système. On dit, bon, écoutez, si vous voulez vraiment un répétiteur, faites-le venir, on va le former. Et donc, l'enseignant explique au répétiteur, voilà la feuille, le cahier journal, tout est noté, hein, tout ce qu'on fait dans la semaine. On envoie aux parents chaque semaine. Voilà ce que votre enfant va faire dans la semaine. Toutes les semaines, les parents reçoivent, toutes les classes. Voilà ce que l'enfant va faire dans la semaine. Donc, on montre au répétiteur. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, cet enfant que tu coaches, à qui tu fais les répétitions, je sais pas, lui, si tu lui expliques, si tu lui expliques de cette manière, c'est pas qu'il a un problème, mais si tu lui expliques de cette manière, il va pas bien comprendre parce que il ne réfléchit pas comme ça. Lui, il aime bien les schémas. Oui. Voilà. Donc, il faut que tu fasses des schémas. L'enseignant connaît ses élèves, il sait, il peut dire au répétiteur, si tu fais des schémas, tu vas voir, il va comprendre. Et si tu lui fais des... T'as poussé un grand crime là et tu imagines pas la vie sans répétiteur. Non, alors c'est pas du tout ça. C'est moi, j'étais en train de parler, là je pense à IPSA, l'entreprise. Parce que former tout ce monde-là, c'est un coût. En fait, moi, c'est ça que quand j'ai poussé mon cri, c'était même pas, je pensais pas aux parents, ni à l'élève. Je pensais à IPSA, l'entreprise. Comment vous gérez ça? Parce que c'est une méthode qui, du coup, a un coût inclus qui est de pédagogie à tous vos clients. Plus leur famille, leurs accessoires. Comment vous gérez ça, un point de vue? Et puis, dans certaines classes, il y a parfois 2 intervenants. Ouais, et parfois, vous faites des groupes avec ceux qui sont plus avancés, moins avancés. Enfin, tout ça, oui, pour qu'ils intègrent ça. Parce que je vous avoue, juste pour compléter la question, il y a souvent ce point, et la formation doit être un vrai sujet, c'est que on va entendre le discours du leader que vous êtes, et donc on peut être emballé, et puis on se demande, mais tous ces gens qui sont là au day-to-day, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont autant au courant que vous de la méthodologie à déployer, quoi? Ils sont au courant. Après, quand vous avez tous les business, toutes les entreprises, votre personnel n'est pas au même niveau que vous, forcément. D'abord, la vision, il faut que tout le monde partage la vision, mais même, ils sont pas tous au même niveau de compétence. Même s'ils ont reçu tous la même formation, ils sont pas... Donc, il y a des gens... Et chez les employés, c'est comme chez les élèves. Il y a des gens qui prennent plus de temps, etc. Mais ils sont très accompagnés. Il y a des supports. Il y a ce qu'on appelle l'équipe support. Il y a déjà les encadreurs pédagogiques sur les écoles. Ensuite, il y a un deuxième niveau
d'encadreurs pédagogiques. Il y en a combien des encadreurs pédagogiques? Pour qu'on se rende... Déjà, vous avez combien d'employés? Un peu moins de 200, on doit être 170. Ouh, ça fait un employé pour 5 élèves. C'est quand même beaucoup. Oui. C'est bien, hein? Parce Ça fait que beaucoup d'employés pour le nombre d'élèves. C'est un système qu'on appelle... on fait la différenciation pédagogique. Ça veut dire dans une même classe, chaque enfant a son type Et c'est ce que tu d'enseignement. disais. Voilà. Et donc, on a des encadreurs pédagogiques. Comme type de métier, on va avoir parmi les 200 encadreurs pédagogiques. Oui, en fait, c'est une expression, je dis, les directeurs d'école et leurs adjoints sont des encadreurs pédagogiques. Ensuite, vous avez les directeurs de programme. Et puis, il y a le travail entre pairs, c'est-à-dire le prof qui est en grade 1, le CP, on dit grade 1 chez nous, à Ouagadougou, il a tous les autres profs de grade 1 avec lui. De grade 1, de IPSA avec qui il travaille. OK? Ainsi de suite. Okay. Donc, et puis, on fait ce qu'on appelle les observations. Tu rêves de t'installer en Côte d'Ivoire, tu es au bon endroit. Entrepreneur State of Africa lance son programme S'installer en Côte d'Ivoire avec plus de 4 heures de contenu qui te permettront de répondre à toutes les questions que tu te poses. Avant de venir, une fois sur place, comment faire son network, les routines, les loisirs, les enfants, trouver un emploi pour toi qui es salarié et développer une nouvelle carrière. Comme tu le sais, chez Entrepreneur State of Africa, on tient à vous donner des outils que vous allez pouvoir utiliser et qui vont vraiment vous faire gagner du temps et de l'argent. Des outils sur les budgets, combien est-ce que ça vous coûte pour vous installer, le loyer, la nourriture, l'école des enfants, les bons contacts pour vous faire gagner du temps, pour trouver des emplois, pour gagner de l'argent, mais également une communauté avec des gens qui sont comme vous, qui recherchent également ces astuces-là et qui vous permettront de gagner du temps. On vous attend. Donc, on va en classe, on observe le prof, et on lui suggère des améliorations sur sa pédagogie. D'accord. Wow, super. Nos enseignants sont vraiment bons. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions dans tous les systèmes. Je dis, nos parents d'élèves, ils sont dans les grandes entreprises de la place. Je leur dis, mais moi, je suis une cliente. Donc, je sais très bien que les dysfonctionnements, il y en a partout. Mais en règle générale, quand on a une plainte et qu'on fait une enquête toujours sur la plainte, on se rend compte que il y a des faits, mais il y a beaucoup d'émotionnel. Ouais. Et donc, on forme aussi, surtout avec des enfants. Surtout les enseignants qui sont en première ligne avec les parents. On les forme aussi à pouvoir être des éponges, à pouvoir... face aux parents. Mais ce que les parents nous disent en substance, on fait beaucoup d'études, bon, c'est la déformation marketing aussi. Ce que les parents nous disent en substance, c'est vous occupez très bien de nos enfants, occupez-vous de nous. On a besoin que vous occupez de nous. On dit, bon, on veut bien, mais ça veut dire qu'il faut encore... Parce que c'est un autre coût. Enfin, moi, j'ai réfléchir comment vous gérez, même en tant qu'entreprise, parce que c'est un coût qui est difficile à répercuter dans le prix de la scolarité, ça. Parce qu'on ne peut pas dire il y a des parents qui paieraient plus cher parce qu'ils ont besoin de plus d'aide. Alors, si. Il y a des parents qui payent plus cher quand ils ont des enfants qu'on appelle à besoins spécifiques. D'accord. Il y a des élèves qui sont accompagnés par un adulte qu'on appelle auxiliaire de vie scolaire, AVS. OK. Voilà, et les parents payent beaucoup plus cher pour ça. Mais avec notre système, on fait en sorte que ça dure pas trop longtemps. À moins que l'enfant soit vraiment en grosse difficulté. Bon, faut dire qu'on reçoit des enfants autistes. Très bien. Des enfants qui ont qui ont un spectre autistique et puis des enfants qui sont ce qu'on appelle communément hyperactifs, qui ont le syndrome de hyperactivité. Et donc, des fois, ils ont besoin d'être un peu canalisés. Il y a aussi beaucoup d'enfants 10. D'enfants 10 dyslexiques, dyscalculiques, dysgraphiques, qui ne peuvent pas écrire. Ils peuvent pas écrire, je savais pas ça. Ben, il y a des enfants qui ont des soucis de motricité fine. D'accord. Voilà, et dans le système classique, on pense qu'ils savent rien faire parce qu'ils écrivent pas, alors que c'est juste
C'est un problème mécanique. Oh. Ah, ça, je savais pas aussi. Tiens. Ouais, c'est... Et donc, au bout d'un moment, on fait de la remédiation et au bout d'un moment, l'enfant Là, il faut qu'il y ait y dans un arrive programme. très bien. Ouais, là, il faut qu'il y ait dans un programme spécifique, en fait. Voilà, il rentre dans les parents payent un peu plus. Mais sinon, de manière générale, on est très bien organisé financièrement. D'accord, oui, c'est ce On qui a- m'intrigue, moi. On a un très bon DAF. Ah, c'est ce que j'ai Super top. qui avait fait de l'éducation avant aussi. Et puis, ou on a pas? une bonne gouvernance. Non, il vient pas du monde de l'éducation. Il Ah. a appris chez nous. D'accord. Et au départ, j'ai voulu vraiment faire un système comme... Mhm. J'ai reproduit le système corporate. D'accord. Donc, on a un board, Ah, on a vous avez des une gouvernance. comités, Ouais. comité audit, comité ressources humaines, comité... Voilà, c'est Ah une oui. gouvernance d'entreprise, de grande entreprise. On vous dit qu'on veut se développer en groupe International. international, donc il faut se préparer dès le départ à faire des choses en grand. Et c'est intéressant, mais du coup, cette gouvernance, quel gain ça a, par exemple, pour vos clients? Par exemple, en tant que parent, qu'est-ce que la gouvernance vous a permis de régler pour les parents ou pour les élèves? C'est intéressant parce que souvent, les gens voient la gouvernance comme étant un problème un problème, pour faire simple. Des limites, des contrôles. Est-ce que vous avez des exemples de choses que les comités ont pu identifier ou mettre en place qui ont aidé C'est la qualité. en général? C'est la qualité en général. D'ailleurs, on est dans un process qualité assez pointu. Mhm. Et il faut pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise. Mhm. Et pour assurer la pérennité, il faut que les clients soient satisfaits, il faut que les employés soient satisfaits et il faut que les actionnaires soient satisfaits. Hmm. Donc, c'est tout ça qu'on met en place pour que ça puisse se pérenniser. Donc, quand vous voyez, par exemple, un comité, comité audit, je pense que tout le monde sait ce que c'est. On a un audit interne qui va contrôler et tout. Donc, le comité est fait de personnes assez seniors du monde de l'entreprise qui vont guider un peu l'action, qui vont nous guider sur notre gestion des risques. Ouais. Pourquoi avoir fait IPSA en Côte d'Ivoire, du coup? Parce que je suis ivoirienne. C'est beau, simple, c'est rien d'autre. C'était pas... Non, parce que ça aurait pu être quelque chose que vous avez voulu faire. avec Une marque avec ivoirienne qui devient une marque internationale. C'est ça l'ambition. Voilà. Il faut que vous rentriez encore dans un le... label éducatif. Ouais. Un label éducatif né en Côte d'Ivoire, qui est un label international, qui devient un label international. Et c'est le rêve. Ça fait la partie... vision. Voilà, c'est la vision. Et donc, on doit être au même niveau que tous les grands labels éducatifs du monde et avoir la qualité vraiment impeccable. Ouais. C'est pour ça aussi que la gouvernance est mise en place. Oui, parce qu'effectivement, si à terme, l'idée, c'est d'avoir un modèle de marque un peu comme une franchise, on pourrait imaginer pour des écoles, il faudra avoir des process qui peuvent soutenir des gestions à distance comme ça d'écoles, potentiellement. Pour l'instant, toutes nos écoles sont gérées en direct. D'accord. C'est vrai qu'on me parle beaucoup de franchises. On est demandé dans plusieurs pays africains. Ah, ok. Y compris à Kinshasa. Y compris Kinshasa. Il y a des besoins là-bas. Tu as dit quoi? On t'a dit qu'il il y a quelques millions de personnes. Je pense que le marché... Enfin, la RDC même, c'est un grand pays avec beaucoup d'opportunités. J'ai perdu le fil. Mais du coup, oui, pourquoi pas avoir encore fait les franchises? Pourquoi avoir continué à regarder pour l'instant? Non, parce que c'est important que ce soit un produit d'extrêmement bonne qualité. D'abord. Avant de pouvoir imaginer, et il n'est pas question pour l'instant de franchise, il est vraiment question d'implanter ce système éducatif, parce qu'on ne veut pas que ça devienne mercantile aussi, hein. Ah, on veut pas, non, il y a vraiment il y a une mission derrière. Je vous l'ai dit, peut-être à demi-mot, mais il y a une mission, c'est-à-dire, il faut, écoutez, c'est simple, une année, on préparait la fête, ça devait être la deuxième année d'exercice, on préparait la fête de fin d'année, et une classe avait choisi de faire une ronde avec tous les drapeaux
toutes les nationalités dans la classe. Ok. Dans nos écoles, on a un peu plus de 50 nationalités Wow. Wow. entre les élèves, les enseignants et tout. Et donc, c'était super. La maîtresse avait... Et puis, elle vient me voir, me dit, « Ah, madame, on a un gros souci. Pourquoi? Ben, parce que j'ai que 3 nationalités. » Comment ça? Mais avec toutes les... Mais non, mais j'ai que des Américains, des Canadiens et des Français. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette histoire, ouais. Ouais. Je suis allée dans la classe et puis j'ai vu les enfants. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites comme spectacle de fin d'année? On fait la ronde des nationalités. Ah, c'est intéressant. Alors moi, je sais pas quel pays je vais choisir parce que j'ai 2 pays. J'ai commencé comme ça et à la fin, il y avait des Sénégalais, des Camerounais, des Guinéens, En fait, administrativement, Voilà. ils ont un passeport. Mais tous, ils voulaient avoir leur nationalité internationale et se prévaloir de La nationalité internationale. Pas la nationalité locale d'abord. montrer. Et donc, j'ai dit, il y a un travail à faire. Parce que à la base, ces écoles ont été faites un peu dans le sens de rebranding Africa. Alors, Il faut que C'est un très bel exemple. l'élève qui part d'IPSA, qui va au Canada, il n'a rien à envier aux Canadiens. Parce qu'aujourd'hui, l'élève qui part d'une école Ivoirienne, africaine, ivoirienne, qui va au Canada, il a quelques soucis parce qu'il n'a pas reçu les mêmes expériences scolaires, Ouais. il n'a pas le même niveau d'autonomie scolaire, il n'a pas la même compréhension du monde. Ouais, Même et puis, si et aujourd'hui, puis, il y a une espèce d'infériorité perçue quand même. voilà. Parce que c'est ce que vous décrivez là, c'est qu'en fait, les enfants auraient pu dire dès le début qu'ils sont de telles origines, mais ils se prévoient de se prévaloir de ce qui est pour eux le plus valorisé. Voilà, ça m'a vraiment touchée. Mais oui, c'est super grave. Ça m'a vraiment touchée venant d'enfants si jeunes. Ça m'a touchée. Et donc, on a instauré la journée du patrimoine dans nos écoles. Et chaque année, j'ai dit, il est hors de question que les enfants portent les costumes traditionnels pour Mardi Gras. Nos costumes ne sont pas des déguisements. C'est la journée du patrimoine. Ils font une journée de déguisement, ils s'habillent, voilà. Et la journée du patrimoine, chacun vient avec sa culture. Donc, on a des Saoudiens, on a des Indiens, on a des Camerounais, tout ça. Chacun vient présenter sa culture. Et puis, nos élèves sont très fiers d'être... Multiples. Voilà, Alors, c'est dingue d'être parce à que Caen ou bien d'être C'est vraiment ghanéen. la transition parfaite. C'est exactement la question que j'avais par Au rapport début, à... ouais. Non, parce qu'on parlait de marque ivoirienne pour TV à l'international et je voulais justement savoir qu'est-ce qui a été fait pour vraiment avoir cet ancrage africain. Donc là, c'est un exemple. Mais après, qu'est-ce qui, dans toute cette réflexion scientifique sur le programme, où on va prendre des choses qui fonctionnent en Grande-Bretagne, en France, etc., finalement, quelle est la part d'Afrique dans IPSA, dans le programme, finalement? Alors, déjà, nous, nos matières sont très concrètes. Donc, quand on fait des mathématiques, on fait les mathématiques avec ce qu'il y a dans l'environnement. Donc, c'est très appliqué à notre environnement. Mais aussi l'histoire, on fait l'histoire et on fait ce qu'on appelle la vraie histoire d'Afrique. C'est-à-dire, c'est l'histoire basée sur des recherches. Nos élèves font des recherches. Ils travaillent sur des projets et ils ont une mission, on va dire, de servir la communauté aussi, une mission citoyenne. Donc, ils font des recherches en histoire. Donc, ils vont avoir l'histoire, ils vont être, par exemple, un sujet assez délicat qui serait l'esclavage ou la colonisation. L'esclavage, prenons l'esclavage. Ils vont voir l'esclavage complètement sous l'angle de ce qui s'est passé en Afrique. Ils vont voir dans les yeux de l'Américain, de l'Européen qui s'en est enrichi, mais aussi l'Africain qui s'en est enrichi. Ouais. OK? Il va voir le regard aussi de la Chine, qui était un peu loin, mais qui a suivi, etc. Et il va avoir une vision peut-être pas afrocentrée, mais en tout cas en ayant une vision entièrement décomplexée. Il va
comprendre l'histoire, avoir tous les éléments dans la main, et puis pouvoir discuter avec quand il sera ado ou quoi, discuter avec un enfant européen à égalité, sans problème, sans dire ouais, vous nous avez vendu, je sais pas quoi. Non, c'est des discussions juste savoir voilà. ce qui s'est passé déjà. Ouais. Donc, ils font l'histoire, ils regardent l'histoire dans une perspective sociologique, et ils sont assez informés. Ils sont vraiment informés, ils font des recherches sur tout. Donc, moi, quand le prof est c'est ce que je dépassé, fais. parce que bon, vous C'est pouvez ce que tu recherches, toi, ouais. Voilà, moi, je regarde principalement L'histoire. qu'est-ce qui est enseigné en histoire. En fait, Dans le choix d'école de ton enfant, c'est un des critères clés. C'est frère. Bah, en même temps, j'ai déjà vu après moi, il est très petit, hein, mais quand on se projette, on regarde, j'ai déjà vu des histoires où on te parle de, je sais pas quoi, Jefferson, enfin, les gars des États-Unis, de Lincoln, etc. Enfin, genre où tout le programme est basé sur les personnalités qui ont fait l'histoire des États-Unis, par exemple. Oui, bah, c'est normal. C'est pas quelque chose qui peut me convenir. Alors, le mois de février, qui est le mois des Noirs. Black History Month. Et nous, le jour de Martin Luther King, c'est le Mandela Day chez nous. On fait ce mois. On utilise ce mois pour parler d'un certain nombre de choses, l'histoire des Noirs, afrocentrés, les scientifiques, tous les cerveaux. Si vous allez dans nos écoles, vous allez voir même les escaliers. Vous allez voir, il y a des scientifiques dans une de nos écoles. C'est les marches, c'est les femmes scientifiques africaines. Et dans une autre des écoles, c'est les auteurs de toute l'Afrique. On donne envie à l'enfant de s'intéresser, d'aimer sa culture, d'aimer ses racines. Et pour les enfants, comme ce sont des écoles internationales, pour les enfants qui ne sont pas africains ou d'origine africaine, ils repartent avec une très bonne image et ils n'ont pas de soucis. Ils se sentent pas écartés ou quoi, mais ils repartent avec une très bonne image de l'Afrique, qui est l'image réelle en fait. Mais c'est intéressant parce que du coup, moi, quand toi tu disais ça, bon, forcément l'histoire, moi j'ai fait un lycée français, tout le lycée. Donc évidemment que je connais infiniment mieux l'histoire de la France. Je connaissais mieux les départements français. C'est pour ça que je parle de ça. Ouais, toi aussi. Et même la raison pour laquelle j'ai commencé mon entreprise est basée là-dessus. Oui. C'est parce que j'avais ce manque de connaissance de l'histoire africaine que j'ai commencé par faire un blog, puis un website, puis une agence de com. Exactement. Pour vraiment avoir cette envie d'inspirer les gens à raconter l'histoire, quoi. Mais c'est vraiment ça. Mais du coup, moi, ce qui m'intrigue dans ce cas-là, quand on fait une école comme ça avec toutes ces convictions, c'est, en fait, bon, déjà, il y a le premier truc dont on a parlé au tout début. Je pense qu'on n'a pas vraiment eu votre réponse, Valérie, sur comment on fait quand, au final, les parents ont toujours ce truc où ils vont avoir une préférence pour les écoles étrangères. Oui. Comment vous gérez ça? En fait, ça, c'est un vrai sujet. Moi, je pense qu'il y a suffisamment d'écoles pour, comme diraient les anglophones accommodés, pour tout le monde. Pour chaque choix de famille. Je pense qu'une école comme la nôtre, il faut venir en toute connaissance de cause. Venir rechercher quelque chose. Et si on le trouve pas, évidemment, là, on peut, voilà. Mais il faut venir, faut pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus dans nos écoles au départ pour l'anglais. Parce que c'est une école bilingue. Mais aujourd'hui, vous allez voir que l'offre bilingue, elle est très répandue. Vous avez le choix. C'était ça le premier élément différenciateur quand vous avez commencé, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça, alors que c'était pas ça. Alors que vous, c'est la pédagogie derrière. C'est la pédagogie derrière. Et donc, après, qui se sont retrouvés perdus. Si vous cherchez... J'avoue, mais oui, ils viennent juste pour que l'enfant parle un peu anglais, là, au cas où. Après, mais où sont les notes? Non, c'est ça. C'est ça en fait. C'est résumé, c'est ça. Donc là, on est comme je vous dis, on forme les parents. Encore, il y a pas 3 semaines, il y a un parent qui se plaignait. Oui, on
on ne sait pas ce qui se passe, ils font même pas d'études. Mais le marketing fait des études par an tous les trimestres. Ah, pour votre école. Voilà. Ils font même pas d'études, ils savent pas ce que pensent les parents. Il y a des réunions par an tout le temps. Mais Il y a ils des vont pas. plateformes de parents Oui. où chaque classe a un parent, ce qu'on appelle le représentant des parents. Vous pouvez vous exprimer dans les plateformes, etc. Donc, il y a des parents qui sont encore en dehors, mais moi, ayant été dans l'APE d'école française, je sais que c'est normal. C'est pas lié À votre école. c'est pas lié à notre école. Donc, toutes les écoles, les parents se plaignent qu'ils n'ont Voilà. pas assez l'occasion de donner la D'informations. réponse. Mais etc. t'as soit le cas, vous avez commencé en disant que c'est un service public à la base. Ouais. Et soit les gens parce que c'est un dû, Ouais. ou soit quand ils vont dans le privé, ils se disent je suis client. Enfin, il y a un comportement de client Alors, en ouais. fait. Alors, le comportement de client, c'est tout à fait normal. Surtout que nos écoles sont pas données. C'est ça. Donc, ils disent toujours, je paye cher. Ah, c'est l'ouverture. Alors, Pour moi, je réponds que le système qu'on leur offre vaut 2 fois plus cher. C'est vrai. Oula. OK? Mais on prend leurs plaintes, on s'occupe d'eux, etc. Mais l'école, c'est une institution. Donc, on peut gérer la plainte jusqu'à un moment donné. Quand ça rentre dans le système, on peut plus. Quand c'est une faut- plainte qui attaque voilà. le fonctionnement. fondement. Ouais. Si tu me dis tu veux des notes, je suis désolé, je peux pas te donner de notes. C'est Tu es oui, au c'est le mauvais principe. endroit. Ouais. C'est pas parce que tu vas te plaindre qu'il n'y a pas de notes qu'on va te donner des notes. Ou alors on va te former Ouais. pour que tu comprennes comment ça Mais c'est un marche. effort, hein. C'est un gros effort. Mais Ouais. c'est la transformation sociétale, c'est un grand En fait, effort. la C'est une vision, école elle va au-delà. transformative. Elle va au-delà des enfants, la vision. C'est une finalement. vision transformative, sociétale. Ouais. Quand tu Ah ouais, t'adresses c'est aux enfants. super tu intéressant, t'adresses- mais du coup, ce que vous décrivez, je comprends mieux. Donc, c'est pour ça que, du coup, quand les gens viennent vous voir, il y a ce côté international qui comble le besoin potentiel de certains d'avoir un estampillage étranger. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils n'étaient pas équipés pour à quel point c'est différent. C'est pas juste que vous avez un système français ou un système américain ou un système anglais. Mais du coup, moi, ce qui me perturbe un peu, j'imagine, alors je sais pas si c'est le cas de parents, mais même pour l'entreprise, c'est comment vous réussissez après à raccrocher les enfants aux autres universités. Par exemple, est-ce que les élèves du lycée IPSA peuvent postuler pour être, je sais pas comment ça s'appelle là, le truc qu'on a fait quand j'étais un carnet bleu là. Il y a un truc qu'on fait Parcoursup, je crois maintenant ça s'appelle. Parcoursup. En fait, Oui. Parcoursup, c'est pour les Français. Exactement. Et nos enfants font Campus France. C'est-à-dire. OK? je sais pas. C'est-à-dire, c'est la même chose. C'est Parcoursup, mais pour ceux qui ne sont pas français. Exactement. Campus France. C'est ce que Campus nous à France. l'époque ça s'appelait carnet bleu. Je suis vieux maintenant, donc Voilà, je peux plus d'accord. parler de ça comme si je savais quelque chose. Mais voilà. Excusez-moi. Si, Campus France, nous avons déjà... Il y a un élève qui vient d'être accepté dans une grande école d'ingénieurs en France. Par Campus France. Oui. D'accord. Non, l'école accepte d'abord. Donc, il a fait son entretien, il a montré ses notes. L'école a accepté. Maintenant, il fait le parcours Campus France et tout. Et de toute façon, il était déjà inscrit là-bas. Il était D'accord. inscrit à Campus France, donc ce sera facilité. Parce que je pense que beaucoup de parents, en tout cas moi, je sais que c'était un grand besoin pour les parents qui m'avaient inscrit à l'école, c'était s'assurer que en fait, je finisse dans le pipe. Je sais pas comment décrire ça autrement, mais C'est un l'avantage grand des besoin. lycées internationaux, c'est il y a un pipeline pour les universités. Par exemple, moi, j'ai fait Dauphine. Je sais que si je venais pas d'un lycée français, peu importe les notes que j'avais, ça aurait été infiniment plus dur de rentrer dans cette université-là. Ça me fait rigoler parce que Dauphine, c'est l'aspiration de certains parents qui ont dit Oui. oui, mais est-ce qu'on peut aller à Dauphine? On leur a dit oui. Non, c'est vrai. Non, mais c'est sérieux. Moi, vraiment, pour venir de ce petit monde un peu, Mais attends, mais ça, c'est quel genre de question? non, mais c'est, non, mais Je sais Non, pas, c'est Dauphine. normal. Non, c'est normal. C'est tout à fait normal. franchement, tu vas Que voir, quand tu as ton il va arriver à enfant- la tu vas être là en mode, est-ce qu'il peut faire Harvard? Tu vois, c'est les mêmes. Tu t'as pas ce truc-là? Non, c'est Non, moi, j'ai normal. pas ce truc-là. Tu mets ton enfant dans un système. Voilà. Il n'y a pas de notes. C'est ça. Après, Et je tu te dis, respecte. Hein. mais mais est-ce qu'il est-ce peut, à un qu'il moment, peut il va aller? rattraper le wagon? Alors moi, je vous dis, Voilà. l'année dernière, on avait 6 élèves en terminale. Ils sont tous partis en parcours supérieur. OK? Il y en a 2 qui sont restés en Côte d'Ivoire, le choix des parents. Il y en a qui sont partis au Canada, aux États-Unis, en France. Voilà. Et en Côte d'Ivoire.
Mhm. Cette année, on a 12 diplômés. De terminale. De terminale. Ils ont reçu des offres Mhm. des États-Unis, Georgia State University. Ah, d'Atlanta, ouais. Comment s'appelle cette école de la ville où il y a Harvard? Ah, Boston. Boston. Massachusetts, ouais. Voilà. Ils ont reçu des offres la deuxième plus grande école du Canada qui s'appelle York University. Ah, York, ouais, York. Une de nos élèves a une bourse complète. Mais par qui? Par l'école même? Par Par l'université? l'école, par l'université. Je viens de vous parler de celui qui va... il a le choix entre aller à ALU, African Leadership University, et ou aller en France dans une école d'ingénieurs. Il a passé un premier entretien, il a eu, et maintenant un deuxième. Et on a aussi des offres de Manchester University, de Liverpool, et bien sûr les écoles privées supérieures locales. Ce qui nous manque, c'est d'aller vers l'université Houphouët-Boigny, l'université Alassane Ouattara de Bouaké, leur présenter notre curriculum. Mais il faut le dire, la majorité des parents ne sont pas encore intéressés par les universités publiques locales, ivoiriennes. Ouais, voilà. La plupart vont vouloir les Voilà. shipper. Donc, il y a aussi une de nos élèves qui va en Afrique du Sud. On n'a aucun souci. Il passe le SAT. Ah, ok. Oui, il y a un concours, ouais. C'est pas un concours, c'est juste un Oui, test. c'est comme le C'est un SAT, test c'est comme le pour bac, voir quoi. leur niveau. Ouais. Non, c'est pas un bac. Regarde leur niveau en maths et en anglais. D'accord, donc c'est ce qu'ils font Et pour ça entrer à permet l'université, de- non? Et leur niveau en maths Mhm. est tellement bon. D'accord. Nos élèves ont un bon niveau en maths que, en général, ils Le reçoivent SAT. tout de suite. Parce que le SAT, c'est ce qui passe dans tous les cas pour aller aux États-Unis à l'université, non? Une des entrées. Une des entrées. Oui. Parce que je pense que c'est ça un peu. On n'a pas forcément besoin d'avoir un bac pour aller Aux États-Unis, oui. Oui. C'est... Oui. Et alors qu'en France, c'est obligé par contre. C'est ça qui, moi, Pour m'avait aller à perturbé. l'université en France, ouais. Maintenant, quand vous parlez de Des universités de françaises. Campus France, Ouais. tous ces pays où vous pouvez aller en études supérieures, vous pouvez y aller avec le bac ivoirien, il n'y a aucun souci. Ouais. Les gens préfèrent le bac français, Mhm. c'est des raisons sociologiques, je ne sais ouais. pas. Mais avec le bac ivoirien, vous allez partout. Moi, avec le bac ivoirien, j'ai passé les concours de Polytechnique, tout ça. J'ai pas eu, mais j'ai passé. Non, oui, Donc, Mais mais même moi, quand j'étais à Bordeaux, des gens, ils avaient bac ivoirien, d'autres qui venaient non. Voilà. du public en Guinée. Enfin, il y a- Voilà, c'est Non, ça. non, C'est le c'est possible. niveau, c'est le niveau du bac que vous passiez, le IB ou quoi. Si vous n'avez pas un bon niveau, vous n'aurez pas d'offre. Parce que ça se passe comme ça. Les universités vous font des offres en fonction de votre niveau. Non, c'est ça, ouais. Et comme nos élèves, ils font des projets dès la maternelle, ils gèrent des projets complexes, ils font de la robotique dès la 6e et tout, ben forcément, pour une université, c'est des élèves... Ah oui, la robotique. oui, on parce voit les que campagnes. ils sont... On est dans les problématiques du futur. moment. Ouais, Donc, du moment. Ouais. ils savent que ce sont des élèves qui vont s'adapter, qui vont... C'est marrant, parce que moi, je pense que je dis ça parce que je sais que les lycées français avaient juste l'avantage que c'était assez effortless pour les parents. C'est-à-dire que le fait de postuler dans une fac en France, quand on était dans un lycée français, en tout cas à mon époque, ça demandait zéro effort. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait juste des souhaits. Oui, tu faisais les souhaits. Tu faisais des 3 souhaits, et après, en fait, on te disait t'es pris ou t'es pas pris. Ben, chez nous, ils ont fait des souhaits. Il y a un qui a été pris en première à EM Lyon. Ah, mais c'est bien ça, Lyon, c'est très très bon. En première. Oui. Mais il a pas encore le bac. Il est parti. Son père m'a demandé, je dis, lui, il est mûr. Il peut partir. Il est mature. Il est parti. Il est revenu pour graduer de cette année, pour la cérémonie et tout. Mais il a déjà fait EM Lyon. Oui, il a fait une année. Il a fait une année déjà. Donc on Et peut du faire coup, à une année 17 ans, à EM alors. Lyon alors qu'il a pas encore le bac. Oui, ils lui ont fait une offre quand ils ont vu son résultat au SAT. Ouais. What the fuck. Ah bon, en fait, oui, donc c'est possible. Alors, c'est ce que je me demandais. En fait, c'est pas aussi rigide que ce que nous, on imagine. Parce que moi, dans ma tête, et c'est ce que je pense beaucoup de parents imaginent, Ouais, c'est genre, tu c'est passes telle étape, sinon tu peux pas faire ça. En fait, vous vous rendez pas compte du système que nous avons. C'est ça. C'est tout. C'est genre,
Je sais pas, quand on parle, je sais, pour aller sur un autre sujet, Oui. on parle d'intelligence artificielle, on parle. Très peu de gens savent de quoi il s'agit. Oui. Donc, on parle d'IPSA, mais très peu de gens. Et tous les pédagogues, tous les experts de tous les pays qui sont venus chez nous, qui ont regardé notre système, ils ont seulement dit « Waouh ». Donc, une université avec des gens, des experts de l'éducation qui voient notre curriculum et à qui on présente des élèves, ben, ils sont séduits. Ouais. C'est le produit. C'est l'élève. C'est l'élève qui a... C'est pas le diplôme. Tu peux pas faire ça dans n'importe quelle école. C'est ce produit-là qui les intéresse. Donc, c'est pas vraiment le diplôme en tant que tel. Parce que nous, dans notre tête, il faut avoir le diplôme français. Ouais, mais non. Là, c'est pas ça. Non, là, en c'est fait, vraiment la personne. les élèves des lycées français de l'étranger sont au-dessus du niveau des élèves français en France. Ça, c'est clair. On a toujours été au-dessus. Oui, Ok. ça. Oui, ça, Ils sont au-dessus du niveau Voilà. et en plus, ils ont l'ouverture d'esprit. Donc, les grandes écoles les adorent. Moi, j'ai préparé, quand j'étais à La Haye, au lycée français de La Haye, on préparait les élèves au concours des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles. Et ils passaient toujours. On les préparait aux entretiens et tout, en tant que parents. Ils passaient toujours parce que ils ont un avantage. Ils ont un avantage parce qu'ils viennent de l'étranger par rapport aux Français qui sont là, ouais. Donc ça déjà, c'est ça l'avantage. C'est l'école l'avantage. C'est l'école qui est bien cotée auprès de l'université. C'est ça qui te donne l'avantage. C'est pas ton bac, c'est ton école. Oui, parce qu'en fait, en théorie, quand tu postules, t'as pas encore le bac, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, dans l'absolu, quand tu postules, Voilà. t'as pas le diplôme. Donc, en fait, c'est l'école Donc, auquel ils doivent faire ce que je suis en confiance. train de vous dire, c'est que notre école est extrêmement bien cotée. Mais ça, c'est Bon, intéressant. ça- Ouais, ça, je comprends. On l'a compris. Mais du coup, tu voulais rentrer encore sur cet aspect-là? Là, en fait, c'est juste pour conclure, du coup, parce que du coup, je pense qu'il y a juste une dernière question que les gens vont se poser, c'est comment, en tant que, du coup, vous, qui avez créé l'école, comment vous construisez ça? On parle souvent de la tribu Telegram et souvent les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu, c'est dans la description juste en bas. À très vite. Hey, bonjour. Le gros mindset est une culture dans laquelle on grandit avec les autres et pas les autres. Cette semaine, retour sur l'épisode 84 en compagnie de Kaye Moulay qui nous parle d'entrepreneuriat et business model. Dans la rubrique Open Discussion, c'est quoi le secret des Camerounais qui excellent dans tous les domaines et également quel est le broker idéal à choisir lorsqu'on vit en Côte d'Ivoire et qu'on veut acheter des actions sur les marchés occidentaux. Dans la rubrique Risking, nous parlons du business model de l'ultra fast fashion, cas d'exemple Temu et Shein, et nous parlons également de la fabrication de savon noir au Bénin. Dans la rubrique Congosa Business, Vidia, l'entreprise américaine, vient de franchir les 3 000 milliards de capitalisation boursière en détrônant Apple. Au niveau des actualités de la tribu, niveau projet perso, Christian Junior développe une application sur les maladies cardiovasculaires. Également, Diane, alias Crypto Almas, organise un event sur la blockchain du 29 au 30 juin prochain à Abidjan. Au niveau projet collectif, Mastermind de Feu en compagnie de Kayi qui nous a parlé de l'explosion du digital. Reine Sonia, la déesse, nous a concocté un mini-guide sur la recherche d'emploi. Également, le book club organisé par Kadidja sur le livre de la dame aux camélias est un franc succès. Je donne la bienvenue à Christian Junior, Aurel, Nel, Rama, Céleste, Laetitia, Amadouba, bienvenue et émérite. Comme chaque semaine, nous avons deux profils à vous présenter. Nous avons Natacha qui est comptable et passionnée d'événementiel. Nous avons Axel qui est développeur Java et entrepreneur en devenir. Comme chaque semaine, de nouvelles opportunités pour qu'on ensemble. Comment construire? Parce que je pense qu'après, la question, c'est parce que du coup, les gens, parce qu'on n'a pas eu la réponse de pourquoi vous n'êtes pas venu directement au lycée, pourquoi avoir fait plus jeune d'abord. Ah non, mais ça, j'ai expliqué. Ouais. Il faut commencer. Le but n'était pas de faire un lycée. Hein. D'accord. Le but, c'était de faire des écoles maternelles et primaires. Au D'accord. départ, c'était ça l'idée. Mais c'est sous la pression des parents qu'on est allé jusqu'en terminale. La pression des parents? Oui, quand on a ouvert Ne nous lâchez pas. Quand on a enfin ouvert le collège, sous la pression, mais qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Ils sont trop brillants, ils peuvent pas aller là. Donc, ok, on ouvre la 6e et 5e.
les parents, il y a des parents qui nous ont forcés à prendre des élèves en 4e. On leur a dit, mais on n'est pas encore prêts, on n'est pas outillés, on n'est pas... Donc, on avait un élève en 4e qui était en classe de 6e, 5e. Il vient d'être gradué, là. Il était tout seul. Voilà, il était tout seul, il a été très courageux, mais il a complètement changé, il est super autonome. Ouais, alors vous, c'est vraiment du bêta-testing de haut niveau. ouais, Donc, vous bêta-tester avec les enfants. Parce que, en fait, vous êtes obligé, parce qu'en fait, l'école n'est pas encore... Mais c'est les parents qui nous ont obligés en disant, on a notre enfant dans votre système, notre plus jeune, depuis la maternelle. On veut que le plus grand vienne. Parce que le plus grand, il était un peu... il était un peu harcelé dans son ancienne école, ça n'allait pas. Alors que c'est un enfant brillant, mais en fait, il était incompris, je sais pas quoi. Et donc, quand il est venu chez nous, ben, on lui a dit, écoute, tu es le plus grand, c'est toi qui es responsable des autres, etc. Voilà, et il nous a sorti un projet entrepreneurial. Ah, ça. Du tonnerre. D'accord. Donc, c'est, en fait, oui, donc c'est au fur et à mesure que vous avez dû monter les années. Donc, c'est pour ça que vous avez eu, l'année dernière, vous avez dit 6, après 12. Donc, en fait, à un moment, vous vous retrouvez à avoir un lycée et une terminale parce que vous avez eu des élèves ou des parents qui veulent que les enfants viennent chez vous. Tout le monde a grandi ensemble, l'école voilà. et Aujourd'hui, vous avez des enfants. parents des élèves qui nous viennent de lycées d'excellence. Ah oui, donc maintenant, les gens quittent. Voilà, et c'est un peu difficile parce que c'est du sang nouveau qui vient. Donc avec leurs habitudes. Avec leurs habitudes, Oui. Ça nous fait beaucoup de travail. Et je comprends pourquoi, à un moment donné, des écoles décident de fermer et tout ça. Privilégier ceux qui sont déjà dedans. Donc vous, c'est la réflexion que vous avez en ce moment de est-ce que vous restez avec que les gens qui sont venus chez vous depuis le début ou est-ce que vous acceptez d'autres? Comment on filtre, en fait. Oui, parce que c'est très difficile et ça perturbe la promo. Mais d'un autre côté, comme on dit que c'est des enfants qui doivent être des enfants ouverts sur le monde, c'est important aussi qu'ils restent pas en vase clos et qu'ils aient de nouveaux collègues. Donc, c'est des réflexions... qu'on fait, mais voilà. C'est quoi, du coup, Valérie, votre plus grande fierté? Parce qu'il y a pas mal de moments où vous avez parlé avec pas mal de fierté de ces enfants, mais du coup, je me demande, c'est quoi la plus grande fierté? C'est juste d'avoir lancé... L'une des fiertés, c'est que la directrice marketing me rapportait une conversation dans un restaurant avec les voisins de table qui disaient « Ipsa, mais si, c'est des Hollandais. C'est une franchise hollandaise. » Ils étaient sûrs que c'était une franchise étrangère. Elle était scandalisée. Elle est venue me dire « Oui, mais il va falloir qu'on leur dise. » Et je lui ai demandé « Mais selon toi, qu'est-ce qui est mieux? On croit que c'est hollandais ou bien qu'on sache que c'est local. Et bon, à l'époque, la question, elle m'avait répondu, bon, d'accord, on va les laisser. Mais ça, c'est ma fierté parce que c'est ça qu'on voulait. On voulait montrer... Que ça a l'air international. Non, c'est pas ça, mais qu'on peut faire de la qualité parce que l'éducation et la santé, c'est ce qui est le plus sensible. Donc, quand vous voyez un pays comme le Kenya où le président de la République, quand il est malade, il va dans l'hôpital qui est étranger. Son pays, de son pays, c'est bien. De son pays, se soigner et que moi qui suis étrangère, je peux aller me soigner dans le même hôpital, etc. Les locaux vont se soigner dans... Ça veut dire que vous avez mis votre système de santé au niveau international. OK? Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un système scolaire au niveau international. Et la preuve en est que on a des parents qui sont d'origine, qui sont des enseignants, qui viennent d'Australie, qui ont mis leurs enfants chez nous et qui nous ont dit, votre système, il est meilleur que le système australien. Wow. Donc ça aussi, c'est une sacrée fierté. C'est des fiertés. Ben, c'est ça la vision, quoi. Donc quand tu as l'impression, en fait, de toucher un peu à ta vision, de la voir se concrétiser, ça doit vraiment être top. Et j'avais aussi une question, alors, parce que chaque entrepreneur qui vient, on pose la question du recrutement. Je sais qu'on en a un peu parlé,
mais je me dis que ça vaut le coup d'inciter. Parce que là, on parle de 200 personnes. Je voudrais... et surtout, des rôles délicats. Oui. Parce qu'ils sont... En première ligne. Ils sont en première ligne d'une génération. On sait très bien comment les parents peuvent avoir des réactions quand il s'agit de leur enfant. Et donc, je voudrais savoir quels tips on pourrait retirer de votre expérience dans la stratégie de recrutement. Parce que vous êtes obligé d'avoir le hard skills et le soft skills. Là où d'autres entreprises, on leur dit, fais attention aux soft skills, mais finalement, il va choisir un pur technicien. Vous avez cette obligation-là. Comment est-ce que vous faites? Pour trouver les gens au bon skills. Alors, on sait recruter. Bon, il y a toujours des erreurs de recrutement dans tous les Et systèmes. vous avez toujours su recruter ou vous avez... Non, en fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au départ, on n'était pas vraiment demandé par les employés. Vous savez, la marque employeur, voilà, on n'était pas vraiment vu comme une belle école où aller travailler. Voilà, donc ceux qu'on a recrutés, ils partaient, on forme tellement bien, c'est ça. Ils partaient donc dans les lycées que vous avez cités. Des lycées français, etc. Le lycée Blaise Pascal, vous les formiez lycée américain. Voilà, ils partaient là. Et quand, évidemment, les parents se plaignent, moi, j'étais très fière. Je me dis, waouh, j'ai formé une personne qui est demandée dans un système, voilà. C'est dur, ouais, de garder. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on les recrute, on les forme, ben maintenant, ils vont au Qatar, aux États-Unis, en Angleterre. Mais comment vous savez que c'est la bonne personne? En France. Comment vous savez que c'est la bonne personne? Comment vous savez que c'est déjà, il faut avoir, en général, minimum le master francophone ou alors le bachelor anglophone pour travailler chez nous comme enseignant. Déjà. Ensuite, on fait des tests et ça, c'est les tests... on prend des gens qui ont l'expérience avec les enfants et on fait beaucoup de tests. On fait des tests de cabinets de recrutement. Ouais, voilà, d'accord. Ça, c'est systématiquement, vous allez le faire. Voilà, on le fait. Ou alors, on recrute des enseignants qu'on connaît... par exemple, recommandation. Voilà, on connaît par recommandation d'éducateurs, etc. Donc, c'est ce qu'on fait. Mais chaque année, le métier est difficile. Si vous regardez un peu le monde de l'éducation, il y a une pénurie mondiale d'enseignants. Oui. Tous les pays se plaignent. Le Canada est en train d'appeler. Les États-Unis, maintenant, les États-Unis, le métier d'enseignant était très bien gardé par les enseignants. Aujourd'hui, ils font appel à tous les diplômés. Venez, on va vous former. En France aussi, ils ont fait des appels. Même dans les lycées français ici, maintenant, il y a très peu de gens qui ont été des enseignants formés. Hein. Voilà. Même dans les lycées français à l'étranger, qui est censé être l'élite des professeurs, ils en ont plus assez. Ils commencent maintenant à prendre des gens ou locaux ou ailleurs parce qu'ils ont plus d'assez de monde. Et on les forme, mais nous, c'est encore plus difficile parce qu'on leur demande de faire cet enseignement personnalisé. Et en réalité, on a des outils pour aider les enseignants. On a des logiciels sur lesquels les enfants font des tests et après le logiciel te dit à l'enseignant, voilà le profil, si tu veux lui apprendre la géométrie, il faut passer par telle technique, etc. On a plein d'outils, mais seulement le problème, il faut le dire, c'est que nos diplômés du système francophone sont pas assez outillés pour le digital. Ils sont pas assez ouverts aux nouvelles technologies. Donc, on passe un long moment à les former à ces technologies. Mais on le fait avec beaucoup de patience parce que la deuxième mission, c'est aussi ça. C'est de former des bons employés. C'est important. Des bons éducateurs, finalement. Mais il n'y a pas que des éducateurs. Il y a tous les métiers. C'est vrai qu'on voit plus les enseignants, mais il y a tous les métiers. Il y a ceux qui s'occupent de l'entretien de l'école, il y a ceux qui s'occupent des inscriptions. L'administratif aussi. Des normes d'hygiène, enfin, si les enfants mangent à la cantine. Enfin, oui, il y a tellement de choses. Alors, pour l'hygiène, sécurité.
on fait beaucoup de formations dessus, mais ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est la période Covid. Parce qu'on était tous tellement Parano. Ah oui, parano vous avez mis que en ça place accélérait toutes les les- formations. Voilà, donc toute notre équipe sait à peu près comment faire. Et au niveau de la cantine, tout ça, c'est vrai que de temps en temps, les parents disent oui, il y a tel. Erreur. Mais Ouais. c'est jamais prouvé Ouais. médicalement. C'est-à-dire, genre, moi, je vais vous dire, il y a quelques jours, il y a une personne senior qui, après avoir mangé au restaurant, a vomi, tout ça, a dit, oui, c'est une intoxication. Et puis après analyse, c'était pas du tout ça. Oui, c'est autre chose qu'elle a. Voilà. Donc, en général, c'est ce qui se passe. On fait beaucoup attention, justement, à tout ce qui est... et jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu de... D'accord. On a eu des alertes, mais pas de problème. Moi, j'ai juste une dernière question pour vous. C'est, Valérie, quel On est a le... des infirmiers aussi. Ah oui, Ah c'est vrai, ouais, c'est en permanence. Bah oui. Est-ce que vous avez déjà des gens pour l'orientation, du coup? Ou c'est construit dans votre système, le travail d'orientation? Parce qu'on a fait un épisode il n'y a pas longtemps sur l'orientation. On se rendait compte que le métier de conseiller d'orientation était un peu, malheureusement, insuffisant ou limité. Ouais. On a des personnes qui font ça, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Effectivement. Pour l'instant, nos promotions sont... Oui, plutôt jeune, donc ça va. Au lycée, il n'y a pas beaucoup d'élèves encore. Donc, on arrive à s'en sortir avec les ressources qu'on a en orientation. Mais c'est des choses qu'il faut... En fait, vous savez, les adolescents, ils sont indécis. C'est Oui. ça surtout le problème. Et c'est normal. C'est normal. C'est Le monde normal. est ouvert, il tâte, ouais. Donc, il faut à côté des adultes patients qui attendent le bon moment. Donc, les élèves dont je vous ai parlé, il y en a qui se sont réveillés une semaine avant l'entretien. Bien sûr. Il y Un en a qui... classique. Voilà. Pour leur défense, je faisais pareil. Voilà, un très c'est- grand classique. Donc, le problème, il est plus dans le soutien émotionnel que dans l'orientation proprement dite. Ah, Parce que intéressant. l'orientation, en réalité, aujourd'hui, quel que soit le métier que vous choisissez, vous n'allez pas rester dans ce métier Très vrai. très Surtout probablement. maintenant, Donc, il faut utiliser toutes vos possibilités, faire des choses, et puis après, vous pouvez vous réorienter. C'est intéressant. Moi, j'avais juste une question, du coup, aussi sur... Bon, c'est plus très technique en termes d'entrepreneuriat. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la métrique que vous suivez? On va dire pas forcément chaque jour, mais chaque semaine. Quelle est la mesure du succès pour vous? Est-ce qu'il y a un chiffre que vous suivez avec attention encore aujourd'hui pour vous dire, ah, on progresse bien? Je sais pas, le nombre d'élèves qui, je sais pas, tel est au-dessus de la moyenne mondiale. Qu'est-ce que vous suivez? Je sais pas, par exemple. Qu'est-ce que vous regardez régulièrement? Moi, je regarde régulièrement ce qu'on appelle le MAP test. C'est un test que nos élèves font 3 fois par année, donc une fois par trimestre, qui les positionne par rapport à une moyenne mondiale. Très bien. Voilà. Donc, je regarde ça du point de vue académique et je regarde aussi les résultats du projet Voltaire, qui est un logiciel de progression en langue française. Ok. À part ça, je regarde beaucoup les projets, leur façon de s'exprimer, comment ils vaincent leur timidité, comment ils arrivent à présenter. En général, quand ils sont tout petits, ils me parlent sans souci, ils me présentent. Et puis, il y a toute une période où ils se cachent. Et puis après, ils reviennent. Ah, on voudrait vous voir, on a un projet à vous présenter, etc. Voilà. Donc, ils font leur projet et tout. Je vois que ça progresse. Et vous avez le temps de voir ça, vous, personnellement? Les élèves? Oui. C'est-à-dire, ils ont mon mail, ils peuvent m'appeler sur Teams, ils peuvent m'envoyer des WhatsApp. Les élèves vous écrivent vous appellent sur Teams? Oui. Oh, c'est beau. Ou ils me voient dans la cour, tout simplement, quand je passe. Mais c'est vrai que beaucoup me reprochent, on ne vous voit pas assez. Mais c'est fait exprès aussi, parce qu'il faut qu'ils puissent se reposer sur d'autres personnes. Voilà, mais je joue un peu le rôle de la grand-mère, ou je sais pas. Ils aiment bien échanger avec moi. Oui, les élèves ont accès à tout le monde. Ils peuvent écrire au board s'ils veulent.
Je sais pas s'ils sont tous conscients qu'ils peuvent le faire, mais en tout cas, les mails sont ouverts, ils sont communiqués à tout le monde, voilà. Mais et puis, on a un système interne de communication, un peu comme Pronote. Là, comme Pronote, ouais, je vois. Voilà. Donc, Mais du coup, qui est dans votre board? C'est intéressant. Comment vous avez choisi qui vous mettiez dans le board? des gens qui partagent ma vision. Et qui, du coup, eux, derrière, pour ça, j'imagine, ils doivent être ou rémunérés et où ils sont actionnaires. Quelle est la logique? Non, c'est des gens qui partagent ma vision. On n'a pas fait ça pour l'argent. Très bien, c'est ça. On n'a pas fait ça pour l'argent. C'est vraiment une vision. On veut transformer l'éducation en Afrique. Parce qu'on n'est pas satisfait du modèle qu'on a, etc. On avait beaucoup d'idées, donc on s'est mis ensemble et on a pu mettre en place nos idées. Après, quand tu es actionnaire et que ta société marche bien, bon, au bout d'un moment, Vous prenez des ils nous investisseurs. ont jamais rien demandé. Oui. Ils nous ont jamais rien demandé, mais bon, peut-être un jour viendra le partage De dividendes, des choses comme ça. C'est ce qui paraît logique quand vous faites ça. Mais c'était pas ça l'idée première. Yeah. Donc, on a éliminé toutes les personnes mercantiles qui disaient ah ouais, l'éducation, il faut investir, c'est bien, ça rapporte de l'argent. On les a éliminés. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai pris aussi des gens qui me font confiance. C'est très important quand on fait de l'entrepreneuriat, de pas avoir la pression des associés qui sont là. Ah, ça. Oui, alors, quand est-ce que quand est-ce que tu y arrives, etc. Ils m'ont laissé tranquille. Et puis, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que c'est des gens qui ont investi sur d'autres projets, ils ont perdu de l'argent. Donc, ils ont vraiment le sentiment. Non, mais c'est des amis. Ouais. C'est des amis. C'est que je vous ai dit love money. Ouais. Ce qu'ils ont mis dedans, c'est pas, ça a aidé. Oui. Je dis pas que ça n'a pas aidé. Oui. La grande partie, c'est moi qui ai financé. D'accord. Mais c'était un soutien. C'est Un ça. soutien important. Bien sûr. Et des fois, à des moments où tu as des problèmes de trésorerie, tu vois, voilà. Donc, c'est important pour un entrepreneur de D'avoir se ça. sentir soutenu. Et entouré, comme on le dit Entouré. toujours. Ouais. Et entouré. Et il m'entoure beaucoup. Dès que j'ai un problème, il m'aide. Voilà. Mais c'est donc, ouais, les parents, peut-être qu'un jour, il y aura des parents d'IPSA des parents d'enfants d'élèves d'IPSA qui vont vouloir aussi s'impliquer. Moi, au départ, je voulais impliquer les parents. Et puis, après réflexion, je préfère le faire plus tard. Plus tard, bien sûr. Plus tard. Parce que c'est un peu comme... bon, J'ai un peu de conflit. Voilà, J'ai un peu de conflit avec l'intérêt. J'avais besoin que... Bon, maintenant, de plus en plus, les parents, quand même... Comprennent. Après, Voilà, c'est d'être- le bon terme, partenariat. C'est ça. On Nous est avons... transparent, même si on est du même côté du partenariat, mais je trouve que c'est un bon terme. Oui. Ouais. Commencer Et par c'est le tout bouche à mélanger. oreille qui fonctionne le plus. Hein, dans Pour le vous ramener recrutement. Et c'est intéressant, du coup, vous donneriez, parce que là, on prépare bientôt un épisode spécial sur la parentalité. Ah, Parce qu'il y a quelques... ça, c'est un gros souci. C'est un gros souci, parce que l'an dernier, on a fait un épisode spécial sur le couple, qui a eu un succès Entrepreneur et couple. qui nous a La dépassé complètement. Enfin, on savait pas que c'était un sujet aussi important pour les gens, mais clairement, ça revenait. Là, cette année, on a senti dans la discussion que, clairement, la parentalité est l'un des jobs pour lequel personne n'est préparé. C'est ça. Il n'y a pas de formation aux parents. C'est ça. Donc là, j'entends que IPSA a vraiment fait des formations aux parents. C'est un argument qu'on On a ce donnera. qu'on appelle l'école des parents. Oui, parce qu'en fait, c'est... Et du coup, je sais pas si vous, du coup, est-ce qu'il y a un conseil numéro 1 que vous donneriez à des parents, du coup, de l'autre côté de la barrière, quoi, pour que le partenariat soit plus efficace, quelle que soit l'école, je veux dire, ou quel que soit le cadre, qu'est-ce que vous avez vu qui serait le plus déterminant pour un parent? Moi, je souhaiterais que les parents considèrent leur enfant comme un enfant, qui ne cherchent pas à avoir un enfant parfait, qu'ils ne cherchent pas non plus à laisser l'enfant, qu'ils le laissent vivre sa vie normale, qu'ils le suivent, qu'ils le coachent, mais il y a une pression sociale sur les parents qui Intéressant. Sur les parents. qui semble les obliger à présenter des images d'enfants parfaits, de familles parfaites, et ça, c'est assez destructeur. D'accord. Vous trouvez que vous avez des exemples de trucs qui, comme pression sociale, qui poussent les parents à faire des choses que vous pensez qu'ils n'auraient pas naturellement fait?
Nabou valide. Ouais, elle est en train d'appuyer là-bas comme si Alors, elle pouvait faire des pouces bleus. je vais vous dire, par exemple, nous, on envoie des enfants à un concours international de robotique. Oui. Et avant de sélectionner les enfants, les enfants, on les sélectionne sur la base d'un test qu'on fait. Donc, le test a plusieurs. Il y a les compétences techniques. Et puis, on a rajouté aussi l'autonomie. Parce que si tu veux aller en voyage, il faut que tu puisses faire ta machine toi-même, faire ton lit, etc. Voilà. Mais il y a d'abord le technique. Ça fait, voilà. Donc, il y a des enfants qui sont plus doués que d'autres en robotique. C'est tout à fait normal. Comme il y en a qui sont plus doués en poésie. Voilà. Eh bien, je reçois des messages de parents qui veulent que leur enfant aille à cette affaire-là. Qui veulent que, alors que l'enfant ne s'y intéresse pas du tout. Pas du tout. J'adore. Donc, l'enfant n'aime pas la robotique, mais ses parents sont là. Il faut qu'il aime un robot, là. Ouais, ça a l'air d'être important. Mais en plus, à la décharge des parents, les cohortes d'enfants qui sont dans les projets robotiques sont tellement aussi médiatisés aussi. Ils sont médiatisés. C'est ça, en fait. Donc c'est un peu vu comme, voilà, c'est le top. Ça, la compétition parentale, elle est là. Ah oui, voilà, c'est ça le bon terme. Compétition parentale. C'est la compétition parentale. La compétition parentale, il a eu un prix, on donne des awards aux enfants. C'est pour ça qu'on ne veut pas les notes. What? C'est à cause de cette compétition parentale. Damn. Elle a eu combien, Magali? Elle a eu combien ça? C'est vraiment ça. C'est vraiment incroyable. ça. Non, mais en fait, c'est intéressant. C'est vrai qu'on le voit pas, nous, c'est vrai que quand tu parles à des parents, c'est pas un truc qu'ils vont te dire spontanément. Ben, si, tu le ressens quand même parce que il y a souvent cette blague où, bon, surtout quand les parents sont vos parents, les gens en entreprise vont te dire un nouveau parent, il parle que de son enfant. Que de son enfant, tu vois, sans s'en rendre compte, bien sûr, tu vois. Et mais le mien il fait ça, le mien il fait ci, le mien, tu vois, tu vas entendre ben moi il parle déjà, il fait ci, il fait ça, il lit déjà, etc. et tout, tu vois. Et ça c'est mais c'est intéressant. Donc on a un certain nombre d'élèves qui sont hors normes. Ils sont hors normes, ils sont vraiment super. Mais tout le monde peut pas être hors norme. Tout le monde ne peut. D'abord, on le dit pas. On va pas dire aux autres parents, celui-là, il est hors norme, celui-là. Hein? Ah oui, mais il y a des parents qui s'en vexent parce que leur enfant n'est pas au niveau de. Mais il n'a pas besoin d'être hors norme. Mais c'est la même comparaison sur les réseaux sociaux, quoi, en fait. C'est exactement la même chose. En fait, c'est la même chose. Ils se disent, cet enfant-là, pourquoi il fait ça alors que le mien, il est là. Il devrait pouvoir faire ça, ce truc-là. Là. C'est exactement ça. Wow. C'est pas toujours dit comme ça, mais c'est exactement ça. Ils le ressentent. C'est exactement ça. En tout cas, mais c'est super intéressant parce que du coup, c'est vrai que c'est un sujet qu'on abordera peut-être plus longuement dans l'épisode parentalité parce que c'est vrai que c'est critique, quoi. Enfin, j'avoue, enfin, après, je peux comprendre. Moi, je suis un grand compétiteur. Donc peut-être que je serais comme ça quand je serais parent. Mais Nabou va venir parler de parentalité. Non, mais il faut la parentalité. Si on enlève la compétition, mais ça devient beaucoup plus agréable à vivre. Parce que tu n'as pas cette pression de dire le fils du voisin, il est mieux que le mien, il est plus beau, il est plus fort. C'est des perceptions de la vie. Les parents vont dire oui, mais bon, la vie, c'est difficile, c'est comme ça, c'est la compétition. Alors, la compétition, ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça. La compétition saine. Justement. En allant en compétition internationale de robotique, le monde du futur, on a vu que la compétition a changé. La compétition, elle est collaborative. C'est-à-dire, on vous donne, vous arrivez, tu vois une équipe d'Estonie. Je ne sais pas ce que j'ai avec l'Estonie. Aujourd'hui, là. Voilà. Alors, voilà l'équipe d'Estonie ou du Texas ou quoi, tu n'as jamais vu les... On dit, toi, équipe de Côte d'Ivoire, voilà vos partenaires. Avec ces partenaires, vous devez avoir le plus de points. Vous devez piloter le robot à tour de rôle, déplacer le plus d'éléments pour accumuler le plus de... obligé. Ça, c'est la compétition d'aujourd'hui. Et quand ils passent ces étapes, c'est là maintenant qu'ils sont sélectionnés. Ils ont fait plusieurs équipes, ils ont accumulé des points. Ceux qui ont le plus de points d'équipe vont à la finale. Et là, après, les hard skills jouent. Donc, quand mes élèves partaient la première année, on va gagner, on est les plus forts. Je vous dis, attention, vous allez voir un truc que vous n'avez jamais vu. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez perdre.
Ils sont allés, ils ont vu la compétition du 21e siècle. C'est pas deux personnes, deux équipes qui machin. Qui se C'est frappent, la quoi. collaboration. Et toutes les grandes recherches de ce monde se font en équipe, se trouvent en équipe. Toutes les grandes inventions. C'est sûr. Non, mais c'est super intéressant. Ok, ben, je Mais pense que là... avant de clôturer, meilleur pour la fin, je sais que pour le coup, à partir de septembre, vous aurez l'élève le plus brillant de toute l'histoire. Ipsa arrive. Quel âge il a? Il aura 3 ans en octobre. Waouh, Attention, le jeune Lumumba entre dans la pièce. c'est le bel âge. Voilà, mais dès septembre, enfin, si j'arrive au bout de mes... De tes paiements. Voilà. Comme tout parent qui se respecte. Ça Mais va en aller. tout cas, voilà, c'est vrai qu'on avait fait un peu le tour et avec madame, on a choisi ça. Voilà. Donc, on va Vous avez un nouveau client qui est là. Merci Nouveaux beaucoup pour la parents. confiance. Ouais. Nouveaux parents. Rivera 3. Il n'y a pas de note. Hein. Il Il n'y a pas de note. Elle a... Comment elle le dit en mode elle répète juste, tu es sûr, tu as bien capté ça, Kaï. faut quand même quelques notes. On va discuter à côté. Il y a des notes, mais elles sont pas communiquées. Est-ce qu'il a retenu C'est ça, c'est ce que j'ai retenu. Lui, il va essayer de négocier pour avoir les notes comme tous les parents. C'est ça. Trouver les notes. Non, mais écoute, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Ouais. Super édifiant. C'est un sujet qui nous passionne particulièrement. Ouais. Éducation, parce qu'effectivement, je pense que c'est la même analyse que vous faites. C'est à force de rencontrer des adultes qui ont le même typologie de problème, on se pose la question, mais d'où ça, même nous-mêmes, d'où ça vient. Puis on creuse. Et ça remonte jusque là-bas. Sans faire de la psychanalyse de bistrot. Voilà. Mais, en général, ça a démarré à l'enfance, quoi. Ouais. Et donc, c'est super d'avoir eu... de comprendre, en fait, quelle a été la logique, parce qu'on a parlé de science, mais également d'humanité, également de relations entre les parents et les enfants, et puis de ce partenariat entre l'école et les parents, qui est pour moi une expression que je vais retenir de cet échange. D'ailleurs, on a une tradition. On a une tradition pour finir les podcasts. En fait, maintenant, 2 traditions. C'est vrai. Donc, la première, c'est de savoir dans votre téléphone aujourd'hui, quel est le contact le plus célèbre que vous avez. Ça, c'est notre partie Congo, ça. C'est ça. Le plus célèbre, oui, c'est-à-dire la personne la plus célèbre, la plus connue, publiquement, qui est dans vos contacts téléphoniques. Ah, je ne saurais pas dire. La personne la plus célèbre. Ouais, c'est une question qui prend un peu de temps toujours pour répondre, il n'y a pas de souci. Ça prend du temps. Bon, il faut dire qu'on a des parents d'élèves qui sont des célébrités. Ben donc, voilà, ça compte ça aussi. Y compris, il y a des politiciens, il y a des grands chanteurs internationaux, il y a des footballeurs champions d'Afrique. Ben on veut les noms là. Quel nom? Non, je suis pas sûr que j'ai le droit de dire les noms. J'irai aux réunions des parents. Je me suis toujours abstenu justement de dire qui sont les parents qui sont là. Je pense que c'est une question de sécurité aussi. Donc, oui, voilà. Non, ça c'est vrai. Faut que leurs enfants, mais il y a quelques noms comme ça. Tout à l'heure, vous disiez qui ne connaît pas Naboufal. Dans votre téléphone, ça compte. C'est ça. Quand je parle à Nabou, je sais que je peux toucher n'importe quel président de n'importe quel pays d'Afrique. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça, non. C'est en train de... Ce fut, on termine. On a un parent d'élève qui a failli être président récemment. Mais elle n'a pas dit de quel pays. C'est ça. Non, je n'ai pas dit de quel pays. Elle n'a pas dit... Elle va pas nous affairer, c'est ça le problème. C'est ça. Mais donc ouais, c'est pas mal. Et l'autre tradition, c'est... Attends, avant cette tradition, on va faire un bonus, vu qu'elle n'a pas pu nous donner de nom. Non, Est-ce que vous auriez un livre que vous recommanderiez à des parents de lire? Je pense que les 7 habitudes... De Stephen R. Covey? Voilà, c'est... c'est mon livre préféré. Ah, c'est le mien aussi. Yes. Je pense que ça change la vie de tous ceux qui le lisent. Incroyable. En audio, je vois pas l'apport plus que celui de James Clear sur Atomic Habits. Non, mais ça n'a rien à voir.
Par exemple, dans James Clear, dès le début, il n'y a pas de notion de paradigme. Non, mais... Ou alors c'est un autre, mais je sais pas. Mais en tout cas, sur les l'édition 7 a été habitudes, Ouais. il y en avait 3 qui m'ont... Ça a été Comment? adapté pour les ados. Ah même- oui. Ah. Ouais. Il y a une notion pour les ados, ouais. Comme disait Nathalie dans, Et dans pour le les groupe enfants, Telegram. ça s'appelle The Leader in Me. Donc, Voilà. ça a été aussi Ah. adapté pour les enfants. Ok, donc il faut leur lire ça le soir. C'est des règles de vie, de bienveillance qui sont importantes pour fonctionner bien en ça. On société. va enlever les bandes dessinées là. On va commencer à mettre ça. Il est pas encore là-bas. Laisse qui m'a dit. Ouais. Ouais, déjà, je t'ai dit que c'est le plus brillant de l'histoire. C'est ça, tu veux commencer à l'envoyer là-bas. Quel challenge, voilà. Elle s'est dit, oh là là, lui, ça va être... Ça va être compliqué. Il veut la compétition. Non, mais on plaisante, mais honnêtement, je pense que les enfants, maintenant, ils sont tellement stimulés et puis quand même, ils viennent d'une classe sociale où les parents sont intellectuels, très, très cultivés et tout. Donc, chacun croit que son enfant est très brillant, mais quand ils arrivent chez nous, ils sont tous pareils. Hein? Ils sont tous hyper brillants. C'est ça. Et il y a des moi, profs pour le qui coup, sont je obligés rigole. d'aller chercher en primaire, ils vont chercher des experts à l'université pour pouvoir expliquer Traiter. des notions. Waouh. Ben voilà. Ça promet. Là, ils sont brillants. En tout cas, super recommandation de livre. Et Oui, la bien dernière tradition, c'est juste pour voilà, les gens qui ont été jusqu'au bout du podcast, pour s'en assurer, on a une petite tradition. On demande à l'invité de définir un mot qui soit résume la conversation, ce que vous retenez de la conversation ou ce que vous voulez qu'ils retiennent. Et eux, dans leurs commentaires sous la vidéo, ils utiliseront ce mot. Donc, ce sera un code. Un petit symbole pour montrer qu'ils ont écouté jusqu'à la fin les choses. Donc, quel serait le- Transformation. Transformation. Waouh. Ouais, Ça, c'est bien. Il n'y a ça. pas de meilleur mot là. Là, oui, clairement. Et il y a que s'ils sont arrivés jusqu'au bout qui pourront. Les enfants, les ados, les parents, Tout le monde doit se le transformer. système éducatif. En tout cas, vraiment bravo. Bravo. Vraiment, imaginer cette vision et puis surtout la porter. Ouais. On n'a même pas pu parler vraiment de ce que ça représente, même en charge mentale, charge au quotidien, Bien. mais on imagine les efforts physiques et Ouais. mentaux que ça demande. Et voilà quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. J'espère que vous avez Il y en a apprécié qui vont l'échange. pas jusqu'au bout. Il y en a, oui, malheureusement. La majorité. Ça, c'est la majorité. C'est ça qui est Ah terrible. non, c'est même plus que la majorité. Majorité, ouais. La plupart des gens s'arrêtent au milieu, des trucs comme ça, des fois. Même au milieu, Pourquoi vous êtes gentil. Non, des fois, alors, on perd la plupart des gens autour de 17 minutes, souvent. Et on a fait combien de tu temps? parles du podcast. tu parles du podcast. Oui. Ah, la plupart. Oui, non. Mais après, ceux qui écoutent tout le Tout. temps vont quand même. Les meilleurs vont jusqu'au bout. Ah. Les gens vont Les jusqu'au gens bout. écoutent, hein. Oui, Les gens écoutent. Parce qu'après, en plus, il y a des extraits. Oui. Donc, En tout cas, prouvez c'est votre le présence. Utilisez le mot transformation. On va écrire maintenant. on C'est va ça. checker. Et vous aurez une bonne Merci note si vous beaucoup. utilisez le mot transformation. Pour cette lucarne, surtout. Oh. C'est le... Après l'humilité, c'est le moment maintenant de sortir du bois. C'est ça. Et donc, on dirait que je commence par chez vous, là. Ah, on est content. Valérie. C'est ça. Quand les gens. Parce qu'on m'a plusieurs fois invité, j'ai pas voulu. Voilà, maintenant c'est bon. Ah, Il était temps, non? Oui, Si on non. avait su ça, on allait faire plus d'Atalakou. Plus d'Atalakou dès le début en disant. On n'a pas voulu. Ah, ça, c'est- C'est ça.